La soirée du Nouvel An est censée être un moment agréable en famille ou avec des amis. Et justement, Alicia pensait qu'elle allait vivre une soirée incroyable. Et ça, c'est pas peu dire, puisque cette soirée, elle va s'en souvenir comme l'un de ses pires cauchemars. La soirée du jour de l'an commence juste, Alicia est prête bien avant l'heure. Elle a toujours aimé ce moment d'excitation avant une soirée, quand on s'imagine que tout peut arriver. C'est la première fois qu'elle sort avec sa sœur et son copain ensemble. Et même si la perspective est un peu étrange, elle espère secrètement que cette nuit sera mémorable. Elle passe un dernier coup de rouge à lèvres en vérifiant son reflet dans le miroir. Robe noire, simple mais élégante, maquillage soigné. Elle a l'impression que tout est en place. Elle attrape son téléphone et envoie un message rapide à sa sœur, puis à son copain, pour s'assurer qu'ils sont prêts aussi. Sa sœur lui répond tout de suite avec une photo pleine d'excitation. Quant à son copain, tarde un petit peu à répondre, mais finalement, il confirme qu'il est en route. Lorsque la sœur d'Alicia arrive, elles se prennent dans les bras et partagent un rire nerveux. C'est à ce moment-là que son copain arrive à son tour. Alicia, elle est présente rapidement, un peu embarrassée, mais il y a un côté presque comique à voir ces deux-là se dévisager. Chacun ne sachant pas trop quoi dire. Quelques instants passent, maladroits, mais légers, avant qu'ils ne décident de se mettre en route. La rue est déjà animée, des groupes de gens passent avec des cotillons et des bouteilles de champagne à la main. Une bonne ambiance flotte autour d'eux et Alicia se sent rassurée. En marchant vers la boîte de nuit, le trio traverse des rues illuminées par les guirlandes de fin d'année. Le froid est vif et Alicia resserre son manteau autour d'elle. Mais la chaleur de la soirée les pousse à avancer d'un pas rapide. La nuit semble presque magique, les rues sont pleines de vie. Et elle sent cette montée d'énergie qui accompagne toujours les débuts de soirée. Soudain, alors qu'ils tournent dans une rue un peu plus calme, Alicia sent un frisson à la traverser. Autour d'eux, des voitures garées en ligne, des vitres sombres et des rideaux de fer baissés. La rue est étonnamment silencieuse comparée à l'agitation du centre-ville. Elle échange un regard avec sa sœur qui semble ressentir la même chose. Tout à coup, une voiture passe lentement près d'eux. Alicia ne s'en inquiète pas au début, pensant que c'est juste un autre groupe en route pour la fête. Mais une deuxième voiture surgit, puis une troisième, et elles ralentissent toutes en les dépassant. Son copain se retourne, un peu tendu, et y jette un coup d'œil rapide aux plaques des voitures. Alicia sent la tension monter. C'est alors que les premières détonations résonnent, comme des coups de tonnerre dans la rue déserte. Des éclats lumineux surgissent, des balles sifflent dans l'air, et la panique explose. Alicia hurle et se baisse instinctivement, avant de jeter un regard paniqué autour d'elle. Son copain attrape sa main et lui crie de courir, mais dans la confusion, ils se séparent chacun de leur côté. Elle sent le danger se rapprocher, les balles fusant de plus en plus près. Le cœur battant, Alicia s'enfuit dans la rue, cherchant un endroit où se cacher. Alicia court à en perdre haleine, ses talons claquant sur le bitume glacé. Derrière elle, les coups de feu continuent d'éclater, et elle n'ose pas regarder en arrière. Son souffle se fait court, chaque pas est un effort. Elle tourne à l'angle d'une rue, s'engouffrant dans un passage étroit entre deux immeubles, espérant que la pénombre pourra la cacher. Elle colle son dos contre le mur, essayant de calmer sa respiration et d'écouter. Le silence est lourd, presque étouffant, seulement brisé par des bruits de pas qui se rapprochent. Alicia sent la panique monter. Elle ne sait pas où sont sa sœur ni son copain. Et tout ce qu'elle entend, c'est son cœur qui bat à toute allure. Les pas se font plus lourds, plus proches. Quelqu'un la cherche. Alors qu'elle s'apprête à se remettre à courir, elle percute soudain quelqu'un qui arrive de l'autre côté du passage. Un homme, imposant, l'air menaçant, se tient devant elle, une arme à la main. Alicia ouvre la bouche pour crier, mais il pose un doigt sur ses lèvres, dans un geste d'avertissement. « Vas-y, enlève tes fringues !» Alicia reste pétrifiée, son esprit refusant de comprendre ce qu'il vient de lui demander. Il hausse le ton, agacé. « Je t'ai dit quoi, là ? Allez, déshabille-toi maintenant, ou sinon, t'es morte !» Les mains tremblantes, Alicia n'a pas d'autre choix. Elle retire son manteau, puis sa robe, ne laissant que ses sous-vêtements sous le regard glacial de l'inconnu. Sans un mot de plus, il attrape ses vêtements et s'enfuit en courant, la laissant dans le froid de la nuit, vulnérable et terrifiée. Elle est figée, incapable de bouger pendant quelques secondes, avant que l'adrénaline ne la pousse à réagir. Elle doit trouver un abri, quelqu'un pour l'aider. Elle regarde autour d'elle, espérant apercevoir une lueur. Une enseigne allumée, n'importe quoi. Après quelques minutes d'errance, Alicia aperçoit une petite lumière à travers une vitrine. Un petit magasin, encore ouvert malgré l'heure tardive. Elle se précipite vers la porte, la pousse avec force et entre en trombe, le cœur battant encore sous le choc. Le propriétaire, un homme d'âge moyen au regard bienveillant, se retourne, surpris par son arrivée. En voyant son état, il laisse tomber le carton qu'il tenait et s'approche. « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé ?»
Alicia bafouille, cherchant ses mots, mais elle n'arrive qu'à murmurer. Ils ont tiré, je dois appeler ma sœur et mon copain. Sans poser davantage de questions, l'homme lui tend une veste en laine et lui indique un téléphone posé sur le comptoir. Alicia compose le numéro de sa sœur, la main tremblante. La sonnerie résonne, interminable, avant qu'elle n'entende enfin la voix de sa sœur affolée. « Alicia, où es-tu? Tu vas bien ?» La voix de sa sœur la rassure, mais l'inquiétude monte d'un cran quand elle entend la suite. Je me suis caché. Ils m'ont tiré dans le pied, mais ça va. J'ai trouvé un endroit pour me mettre à l'abri. » Alicia tente de la rassurer, malgré la peur qui l'étreint. Elle pense alors à son copain et décide de l'appeler à son tour. Mais cette fois, il n'y a aucune réponse, juste des tonalités qui résonnent dans le vide. Elle se murmure à elle-même, il répond pas. Elle ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps. Sa sœur a besoin de soins et elle doit la rejoindre. Elle remercie le propriétaire du magasin, enfile rapidement les vêtements qu'il lui a donnés, puis se met en route pour retrouver sa sœur, prête à affronter les dangers qui persistent dans la nuit. La rue est étrangement silencieuse lorsque Alicia sort du magasin. Elle sent le froid perçant à travers les vêtements que le propriétaire lui a prêtés, mais elle n'a pas le choix. Sa sœur l'attend quelque part, blessée, seule. Le peu de monde qui traîne dehors jette des regards méfiants autour de lui, pressée de rentrer chez soi avant que la situation n'empire. Elle frissonne en marchant rapidement, jetant des coups d'œil furtifs autour d'elle, s'assurant que personne ne la suit. Ses pas résonnent dans le vide et chaque petit bruit, une canette qui roule, un chat qui détale, la fait sursauter. Elle pense au coup de feu, à l'homme qui l'a forcée à se déshabiller, et une vague de colère et de peur la submerge. Elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Pourquoi cette soirée a tourné au cauchemar? Seule une chose est claire, elle doit rester forte et ramener sa sœur en sécurité. En avançant dans les ruelles, Alicia aperçoit enfin la petite cour où sa sœur lui a dit s'être cachée. Elle prend une profonde inspiration, cherchant à maîtriser le tremblement de ses mains, puis s'approche doucement. Sa sœur est assise derrière un gros bac à ordures, la jambe étendue devant elle, le bas de son jean teinté de sang. « Ah, Alicia !» Alicia se penche aussitôt pour l'aider à se relever, sa sœur grimace de douleur, et elle lui passe un bras autour de ses épaules pour la soutenir. « Allez, on va à l'hôpital !» Elles avancent ensemble, le pas lent et précautionneux. La blessure de sa sœur saigne beaucoup, mais elle serre les dents, refusant de montrer la douleur qui l'épuise. Alicia lui murmure des paroles rassurantes, même si elle-même est au bord de l'effondrement. Elle marche en silence et l'hôpital n'est plus très loin, mais quelque chose les fait s'arrêter net. Devant elle, un groupe d'hommes est rassemblé au coin de la rue. Alicia reconnaît la tenue de l'un d'eux, les mêmes tatouages qu'elle avait aperçus plus tôt sur son copain. Elle les observe pendant quelques instants et comprend enfin, c'est un gang, celui de son copain, qu'elle ne connaissait finalement que depuis peu. Les questions s'enchaînent dans sa tête. Est-il impliqué dans tout ça? A-t-il été blessé ou est-il même encore en vie? Alicia serre la main de sa sœur et lui murmure. On peut pas passer par là, on va devoir contourner. Elle jette un dernier regard au groupe, leur visage dissimulé dans l'ombre, et elle se glisse dans une ruelle adjacente avec sa sœur. L'hôpital n'est plus très loin et pourtant, Alicia a l'impression que chaque pas les éloigne encore plus de la sécurité. Enfin, elles aperçoivent les lumières blanches de l'entrée des urgences. Alicia sent une bouffée de soulagement, mais ce répit est de courte durée. Alors qu'elle s'approche, deux policiers les interceptent, intrigués par leur état. « Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alicia leur explique en quelques mots, mais l'un des policiers secoue la tête, l'air désolé. « Ah, désolé madame, on peut pas intervenir, trop risqué dans ce quartier, et les effectifs sont surchargés ce soir. » Alors là, Alicia, elle est sidérée. Les policiers les regardent avec un mélange de sympathie et de résignation. Puis ils s'éloignent comme s'ils n'avaient jamais croisé leur chemin. Elle se tourne vers sa sœur à court de mots, le sentiment d'abondant et écrasant. Mais elle refuse de baisser les bras. Elle entre aux urgences avec sa sœur, l'installe sur une chaise et demande de l'aide. Le personnel médical s'occupe rapidement de sa blessure, mais l'inquiétude d'Alicia reste concentrée ailleurs. Où est son copain? Pourquoi ne répond-il pas? Les questions tournent dans sa tête et le doute s'installe peu à peu. Elle pense au gang, au tatouage et comprend que tout cela est bien plus sombre qu'elle n'y pensait. Le lendemain, après avoir accompagné sa sœur à la maison, Alicia passe plusieurs appels, mais son copain reste injoignable. Elle finit par se rendre à son appartement dans l'espoir de le retrouver. Pourtant, l'endroit est désert, aucune trace de lui. Des semaines passent sans nouvelles et l'image du tatouage de gang reste gravée dans son esprit. Un jour, alors qu'elle montre une photo de lui à sa sœur, cette dernière confirme ses soupçons. Ce tatouage appartient bien à un gang dangereux de la ville. Alicia comprend enfin la vérité, brutale et glaçante. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas réellement, quelqu'un dont la vie restait en marge de la sienne.
Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread d'horreur. Je pense que la sœur de Alicia aurait préféré rencontrer son copain dans d'autres circonstances, parce que là, clairement, voilà, c'est parti en cacahuète. Comme je vous l'ai dit au début, hein, Nouvel An, c'est censé être synonyme de joyeuseté, ça se dit pas, mais bref, vous m'avez compris. C'est censé être un moment joyeux, tout le monde se retrouve en famille, malheureusement, il y a des gens aussi, il y a beaucoup d'accidents le soir du 01 janvier, hein, donc il y en a qui prennent l'alcool et qui prennent la voiture. S'il vous plaît, ne faites pas ça, j'espère que vous n'avez pas fait ça. Que ça soit pour vous et aussi pour la sécurité des autres en fait, parce que si tu te dis ouais bon, toi tu te dis allez moi je conduis, bon ok voilà, tu vas mettre en péril ta vie, pourquoi pas, et sauf que tu mets en péril la vie des autres et ça c'est pas ouf. Ouais, je suis parti en cacahuète sur cette conclusion, je viens de me rappeler. On va passer au thread 2, hein. Sophie est allée au mariage de son amie Courtney il y a 2 jours et franchement, elle n'arrive toujours pas à se souvenir de tout ce qui s'est passé. Pour le contexte, elle a grandi dans une famille super religieuse, allant à l'église tous les dimanches. Et Courtney, c'est probablement la seule personne de cette époque avec qui elle est encore en contact. Bref, la soirée commence à la réception. Courtney, elle, est hyper contente de voir Sophie. Mais clairement, c'était pas le cas de tout le monde vu les regards bizarres des gens de son ancienne église. Sophie s'assoit à sa table, sort le téléphone pour tuer le temps. Et là, il y a un mec qui s'installe à côté d'elle. Il dit qu'il est censé être à cette table d'après le plan. Se présente comme Anthony, un pote du marié. Et franchement, il est plutôt mignon, alors Sophie commence à discuter avec lui. Ils s'entendent super bien. Anthony, lui, il semble pas du tout la juger sur le fait qu'elle soit athée. Au contraire, il s'intéresse vraiment à elle. Quand la partie danse commence, ils mettent Blind Eye Girl et Anthony lui propose de danser. Ils passent une bonne partie de la soirée à danser ensemble jusqu'à ce qu'il aille aux toilettes. Un peu plus tard, Sophie décide d'y aller aussi. Mais quand elle revient, elle remarque que son sac à main n'est plus sur la table. Bizarre parce qu'elle était sûre de l'avoir laissé là. Fatiguée, elle se dit qu'elle l'a peut-être laissé dans sa voiture. Alors, elle sort sur le parking. Et effectivement, elle trouve son sac sur la console centrale. Là encore, elle trouve ça chelou, parce qu'elle pensait vraiment l'avoir emporté à l'intérieur. Mais bon, il est tard, elle y réfléchit pas trop. Elle retourne danser un peu, mais là elle remarque qu'Anthony a disparu. Elle demande au marié, qui lui dit qu'il est rentré chez lui, parce qu'il se sentait pas bien. Pas longtemps après, Sophie commence à se sentir malade aussi. Alors, elle dit au revoir à Courtney et retourne à sa voiture. Quand elle met les clés dans le contact, elle jette un coup d'œil dans le rétro. Et là, elle voit un truc vraiment bizarre. On dirait que quelque chose bouge dans le coffre. Elle enlève ses clés, se retourne pour vérifier, et là, elle le voit, Anthony est accroupi dans le coffre de sa voiture. Sophie commence à hurler et se met à courir, avec Anthony qui la poursuit. Elle se réfugie dans la salle où est Courtney, paniquée, et prévient son ami. Courtney appelle son mari qui accompagne Sophie jusqu'à sa voiture, mais Anthony, lui, a disparu. Le mari de Courtney regarde autour et dit qu'il voit pas la voiture d'Anthony, donc il est sûrement parti. Sophie rentre chez elle, mais elle est toujours sous le choc. Elle se dit qu'il aurait très bien pu la suivre chez elle et la tuer si elle n'avait pas vérifié son coffre. Courtney, elle, culpabilise à mort de l'avoir invité et assure qu'elle savait pas qu'il était comme ça. Depuis, Sophie est terrifiée à l'idée de sortir de chez elle. Et ça, c'était le thread de base, mais il y a eu une petite update entre temps, donc voilà. Les 2 derniers jours, ça a été la folie pour Sophie. Elle apprend qu'Anthony a pris des photos de sa carte d'identité pendant la soirée, donc il a maintenant son adresse. En plus, elle découvre qu'Anthony et le marié ne sont pas vraiment potes, mais qu'ils se connaissent vaguement, assez pour qu'ils soient invités. Après le mariage, le marié a essayé de lui envoyer un message pour savoir ce qui s'était passé, mais il n'a jamais répondu. Anthony est même allé jusqu'à son travail et a rôdé autour du parking avant de se barrer quand il a vu la sécurité. Il lui a même laissé une note flippante sur son pare-brise. « Je te surveille ». Sophie a prévenu la sécurité de son taf, donc elle espère être en sécurité là-bas. En parlant avec d'autres invités au mariage, elle apprend qu'Anthony se présentait comme son petit ami et disait qu'il comptait la demander en mariage. Là, Sophie essaye de déposer une ordonnance restrictive contre lui. Elle est horrifiée, surtout qu'il habite dans la même ville et sait où elle vit. Pour le moment, elle squatte chez sa tante, mais elle reste super vigilante. Quelque chose d'autre se passe, elle est prête à réagir. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé tous ces petits threads d'horreur là un petit peu pour la rentrée. Cette année 2025, il y a des belles choses qui arrivent, j'espère. Allez, prochain thread.
Alors pour ce thread, eh bien c'est l'histoire d'une abonnée. Donc déjà, un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Je vous lis toujours un petit truc au début, histoire de, voilà, à la première personne, et ensuite je passe à la troisième personne. Bonjour Delcor, j'écoute toujours tes threads au boulot pendant que je bosse, et je me suis dit, pourquoi pas raconter ma petite histoire. Au passage, continue tes vidéos, tu es génial. Et bah merci à toi, ça fait très plaisir d'avoir ce soutien toujours et encore. Je l'ai pas beaucoup dit dans la vidéo, l'autre là, celle de l'autre. C'est l'autre là, celle d'avant. Mais voilà, un grand merci de m'avoir suivi en 2024 et j'espère que vous serez toujours là en 2025. Plus encore, hein, voilà, mais là en attendant, on va se concentrer sur 2025, ok? Allez, on commence directement. Et c'est un soir d'été, vers 19 h. Charlotte décide d'aller chez son amie Pauline, qui habite à environ 30 minutes de chez elle à pied. Elle a l'habitude de faire ce chemin, donc elle part tranquille. Sur la route, elle passe près d'une école maternelle et remarque un homme en train de faire son jogging. Il est habillé d'un survêtement et d'une casquette. Au début, elle fait pas trop attention, mais elle remarque qu'il ralentit un peu en passant à côté d'elle. Elle continue son chemin et là, deux dames sortent de l'école et l'interpellent. Elles lui disent de faire attention, que l'homme leur paraît louche. Charlotte leur répond qu'elle l'a vu mais qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Puis elle poursuit sa route. C'est là qu'elle le voit, juste devant elle, à côté d'un arbre. Le mec est littéralement en train de se secouer le poireau. Je sais pas comment le dire mieux, si tu comprends pas la métaphore, c'est que t'as peut-être pas l'âge. Bon forcément, Charlotte panique intérieurement. Mais elle fait comme si elle avait rien remarqué. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle passe son chemin en accélérant, le cœur battant, et décide de ne pas continuer jusqu'à chez Pauline. Heureusement, une autre amie habite tout près de là. Charlotte fonce chez elle et frappe à la porte. C'est la sœur de son amie qui ouvre. En voyant Charlotte tout affolée, elle lui demande ce qui se passe. Charlotte lui explique rapidement la situation et la sœur la fait entrer immédiatement. Là, Charlotte appelle le frère de Pauline pour lui raconter ce qu'elle vient de vivre. Sans hésiter, il lui dit qu'il arrive tout de suite pour la récupérer. Quand le frère de Pauline arrive, Charlotte se sent un peu plus rassurée. Mais en sortant de chez son ami pour aller le rejoindre, elle voit l'homme. Il est dans une petite ruelle, juste en face, en train de l'attendre. Charlotte n'oubliera jamais son regard. Heureusement, l'homme remarque qu'ils l'ont vu. Il prend peur et se met à courir, disparaissant dans les rues. Charlotte, son ami et son frère font le tour du quartier pour essayer de le retrouver. Mais impossible de mettre la main sur lui. Il s'est volatilisé. Depuis ce jour-là, Charlotte n'a plus jamais osé faire ce trajet à pied pour aller chez Pauline. C'est toujours son frère ou ses parents qui viennent la déposer. Encore aujourd'hui, Charlotte se demande ce qui aurait pu arriver si elle avait continué sa route ce soir-là, ou si son autre ami n'avait pas habité à proximité. Elle s'en est sortie, certes, mais la peur reste bien ancrée. C'est clair, heureusement qu'il y avait une amie qui habitait par là et qu'il y avait du monde à la maison, parce que t'imagines, ils étaient pas là. Donc ouais, petit gars qui, tu sens que lui voulait des choses. En tout cas, je te remercie encore une fois de nous avoir partagé ton histoire. Et si toi aussi là que tu regardes et que tu as envie de nous partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Si je réponds pas dans l'immédiat, ne t'inquiète pas. C'est juste que des fois j'attends d'en avoir quelques-uns. Comme ça je me fais une session, tu vois. J'attends d'en avoir une petite dizaine, quelque chose comme ça. Et si jamais, au grand jamais, j'ai oublié de te répondre, ça peut arriver, effectivement, imaginons, j'ai lu l'histoire et j'ai pas fait exprès, je suis passé à côté, je suis humain, hein, je suis pas un bot encore, donc, imaginons, n'hésite pas à me relancer. Y a pas de souci, tu peux me mettre un petit juste up. Ça dit quoi Delcor? Mais me harcèle pas non plus. Parce que j'ai eu des gens. Je vous jure que bientôt je vais pouvoir faire un thread. Attention, j'ai eu des gens qui vraiment. Une personne en particulier, je commence à me dire. Bon, ça y est. Mais du coup, forcément, elle a tellement insisté, cette personne, que son histoire ne passera jamais. Allez, on passe au prochain thread. Annabelle vit à Mexico, mais pour cette histoire, elle est au Brésil, à Vinedo. Alors au cas où, il y a un H entre le N et le E. Alors je sais pas si on dit Vinedo ou quelque chose comme ça, je parle pas portugais. Donc vous m'excusez si je l'ai écorché, hein, c'est pas de ma faute. Si elle s'y trouve, c'est parce que son père travaille pour une entreprise de livraison internationale et doit souvent quitter le pays pour son travail. Dans ce cas précis, il est envoyé à Vinedo pour 3 ans. Ses parents décident donc de déménager toute la famille là-bas. Surtout parce que sa mère est brésilienne et ils veulent qu'Annabelle et sa sœur se rapprochent de leurs racines. La première rencontre d'Annabelle avec un homme étrange a lieu en novembre, quelques mois après leur arrivée à Vinedo. Ce jour-là, sa mère conduit Annabelle et sa sœur à l'école. La ville où elles vivent est petite, avec environ 1000 habitants. Malgré ça, il y a un énorme embouteillage ce matin-là. Alors qu'elles attendent à un feu rouge, sa sœur, qui a environ 13 ans, remarque un homme déguisé en Père Noël près d'une pharmacie. Annabelle et sa mère le regardent aussi, mais ne trouvent rien d'étrange à cela.
On est à la mi-novembre, les soldes de Noël commencent et des personnes déguisées en Père Noël apparaissent souvent dans les magasins. Mais après quelques minutes, Annabelle et sa sœur remarquent que cet homme ne bouge pas. Il entre pas dans un magasin, il se contente de regarder les voitures. Après ça, Annabelle se souvient plus de grand chose. La deuxième fois qu'Annabelle croise cet homme, c'est en février, environ une semaine après son anniversaire. Sa mère vient de les récupérer, elle et sa sœur, à l'école, et elle monte une colline pour rentrer chez elle. Cette fois, Annabelle remarque l'homme. Elle est perplexe. Il porte encore un costume de Père Noël alors qu'on est en février. Son visage reste gravé dans sa mémoire parce qu'il fixe la voiture et suit son mouvement du regard, même quand elle s'éloigne. C'est à ce moment-là qu'Annabelle commence à faire des cauchemars. Par peur, Annabelle quitte sa chambre et dort dans celle de sa sœur pendant 1 an. Leur maison est dans un condominium sur une colline. Il y a 3 rues en tout, la dernière donnant sur une clôture qui sépare le quartier d'une forêt. Leur maison, située tout en bas de la rue, fait face à cette clôture et a une porte qui s'ouvre sur les bois. Dans ses cauchemars, Annabelle voit un tueur sortir de la forêt, entrer chez eux et assassiner toute sa famille en la forçant à regarder. La 3e et dernière fois qu'Annabelle voit cet homme, c'est en juillet ou en août pendant les vacances. Un soir, sa famille et elle dînent et jouent à des jeux de société quand quelqu'un frappe frénétiquement à la porte. Son père ouvre et trouve leur voisine, effrayée, avec son fils, Pedro. Elle leur demande si son fils peut rester chez eux quelques minutes. Les parents d'Annabelle acceptent et son père accompagne la voisine chez elle pour voir ce qui se passe. Annabelle reste avec Pedro et lui demande des détails. Il explique que sa mère est allée le chercher chez un ami et qu'en rentrant chez eux, elle a remarqué une fenêtre ouverte. De l'intérieur, elle a entendu des pas. Son mari, qui est pompier, était parti pour un incendie. Elle a alors appelé le gardien de sécurité avant de venir chez Annabelle. Pedro raconte ensuite une histoire à Annabelle, sûrement pour lui faire peur, et ça marche. Il prétend qu'un prisonnier évadé s'était caché dans les bois, avait cassé la serrure du portail et s'était introduit dans leur maison actuelle pour y tuer toute une famille. Plus tard, Annabelle rejoint son père dehors. Il est furieux qu'elle soit sortie sans prévenir, surtout avec un intrus potentiel à côté. Le gardien appelle la police et fouille la maison. Finalement, c'est une fausse alerte. La fenêtre est restée ouverte parce que le père de Pedro l'a oublié. Et les pas étaient en réalité le bruit d'un robinet qui coulait. Alors qu'Annabelle regarde le mur qui sépare leur maison de celle de leurs voisins, elle a une révélation glaçante. L'homme déguisé en Père Noël pourrait avoir sauté par-dessus la clôture pour passer d'un jardin à l'autre. Elle n'est pas sûre si c'est réel ou juste son imagination. C'est peut-être influencé par ses cauchemars. Depuis, Annabelle ne revoit plus jamais cet homme, mais elle continue à demander à sa mère si elle se souvient de lui. Sa mère lui confirme qu'il existe toujours. Et Annabelle, elle est convaincue que cet homme était soit un harceleur, soit un fou. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire qui, vous l'imaginez bien, ne devait pas être là, c'était plus pour Noël, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé à cette date, donc voilà. Donc forcément, ça n'a pas pu sortir. Mais voilà, petite histoire classico, j'ai envie de te dire, le mec, février, Père Noël, c'est vrai que là, ça commence à te dire, parce qu'en novembre, même en octobre, tu pourrais te dire, ah ouais, putain, lui, il aime bien Noël, il est en avance. Hein. Mais c'est bizarre, en retard, c'est bizarre. C'est pas genre janvier. Il est encore un peu dans le délire, janvier. Tu vois, par exemple, là, la vidéo, elle va sortir, je sais pas, pour vous, le 7, je crois. Encore, ça va. Mais février, ça commence à faire beaucoup. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à un gros pouce bleu et un abonnement. Ça me fera très plaisir. Faire la fête, c'est parfois bien pour décompresser. Une grosse soirée de temps en temps, ça peut pas faire de mal, disent certaines personnes. Alors oui, peut-être, mais alors je peux vous dire que ceux qui participaient à cette soirée ne pensaient pas qu'elle pourrait tourner mal à ce point. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a pas mal de temps maintenant, ça fait bizarre de se dire que le temps passe si vite. Cette histoire, elle s'est passée aux États-Unis et c'est celle de Elsa, une fille de 19 ans, pleine de vie et toujours partante pour faire la fête. On est le 9 mars 2012 et elle a été invitée à une soirée via Facebook. Le thème de la soirée, faire comme dans le film Projet X. Parce que oui, le film Projet X est sorti le 2 mars 2012 aux États-Unis. Et ça a foutu un bordel pas possible. Bon, si jamais vous connaissez pas le concept du film, puisque ça commence à dater un petit peu, je vous fais un petit résumé. En fait, c'est 3 lycéens pas trop connus qui décident d'organiser une fête pour gagner en popularité. Pour l'anniversaire de Thomas, l'un des 3 protagonistes, il planifie une soirée dans la maison de ses parents qui sont absents pour le week-end. Et ce qui commence comme une petite fête prend rapidement des proportions incontrôlables alors que des centaines de personnes arrivent, attirées par les rumeurs sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille. La situation dégénère complètement, la maison elle est ravagée, la piscine elle est détruite et le quartier entier est plongé dans le chaos.
Bref, la fête devient un véritable événement médiatique attirant même l'attention des forces de l'ordre. Eh bien, revenons à notre histoire, et bien forcément, quelqu'un dans la ville de Lisa s'est dit que ce serait super cool de recréer la même chose. Elsa est super excitée, elle passe l'après-midi à se préparer, choisissant une tenue qui est à la fois stylée et confortable. Elle veut profiter de la soirée à fond. Vers 21h, elle se rend à l'adresse indiquée, une grande maison dans un quartier plutôt tranquille. Déjà, en arrivant, elle voit des voitures garées partout et entend la musique péter à fond. Ça promet d'être une sacrée soirée. En entrant, elle est impressionnée par la foule. Il y a des gens partout, qui dansent, qui boivent, qui rigolent. Jusque-là, tout va bien. L'ambiance est électrique, Elsa retrouve quelques amis et ils commencent à profiter de la soirée. Et quand je dis profiter de la soirée, elle se met à boire alors que normalement, elle ne peut techniquement pas puisqu'elle n'a pas 21 ans. Mais très vite, les choses commencent à déraper. Vers 23h, Elsa remarque que des gens commencent à devenir vraiment énervés et agressifs. Un groupe de gars à l'air louche entre dans la maison. Ils semblent pas là pour faire la fête. Ils regardent autour d'eux, chuchotent entre eux et ont cette allure assez inquiétante. Elsa essaye de pas trop y penser, continue de s'amuser, mais elle reste sur ses gardes. Un peu plus tard, elle entend des cris venant de la cuisine. Elle se faufile à travers la foule pour voir ce qui se passe et découvre une scène de fou. Un des gars qu'elle avait repéré plus tôt brandit un couteau, menaçant les gens autour de lui. Les gens paniquent, certains essayent de fuir, mais la maison est tellement bondée que c'est presque impossible de se déplacer rapidement. Elle sent son cœur battre à toute allure, elle attrape la main de son ami et lui dit qu'elles doivent partir maintenant. Elle se dirige vers la porte d'entrée, mais il y a trop de monde. Les cris se multiplient, des objets sont jetés et la panique se propage comme une traînée de poudre. Dans le chaos, Elsa se retrouve séparée de son ami. Elle se faufile tant bien que mal vers une sortie de secours qu'elle a repérée plus tôt. En chemin, elle voit des scènes d'horreur. Des gens se battent, des meubles sont renversés, des éclats de verre jonchent le sol. La fête a très vite viré au cauchemar. Elle parvient finalement à sortir par une porte arrière et se retrouve dans le jardin. Elle entend encore les cris et la musique à l'intérieur. Mais elle sait qu'elle doit s'éloigner le plus vite possible. Elle court vers la rue, son souffle court, ses jambes tremblantes. Une fois en sécurité, elle appelle la police, les mains tremblantes. Elle leur explique la situation et ils promettent d'envoyer des renforts. Elsa reste là, dehors, à attendre, son cœur battant la chamade, espérant que son amie s'en est sortie elle aussi. Les sirènes de police finissent par se faire entendre et les forces de l'ordre interviennent. La fête est dispersée et les agresseurs sont arrêtés. Elsa retrouve finalement son amie, choquée mais saine et sauve. Cette soirée, qui devait être mémorable, s'est transformée en un cauchemar qu'elle n'oubliera jamais. Voilà, ça c'était une petite histoire de Projet X, c'était histoire de vous mettre un petit peu en bouche, mais j'en ai une autre qui arrive juste après. Et on est parti pour que je vous la raconte. Maintenant que vous avez les bases pour ce qu'est une soirée Projet X, eh bien je vais vous partager le témoignage d'une personne qui a participé à un Projet X mortel en fait, voilà si je peux le dire. Et c'est pas dans le sens cool en mode ouais c'était mortel, c'était trop bien. Non. Il y a quelqu'un qui a malheureusement perdu la vie. On se donne donc rendez-vous une fois de plus aux États-Unis et plus particulièrement à Houston dans l'état du Texas. Population environ 2,3 millions habitants. Cette histoire, elle nous est partagée par Jayden, un Américain de 21 ans au moment des faits. Enfin, à ce moment-là, il lui manquait genre une semaine avant d'avoir 21 ans. Donc on peut quasiment dire qu'il les avait. Et du coup, il s'est permis de boire, hein. Clairement, il lui manquait une semaine pour boire, c'est pas ça qui allait l'empêcher. Mais n'allons pas trop vite en besogne et revenons plutôt dans la journée. Le matin du 14 mars, Jayden est réveillé par son téléphone qui vibre sans arrêt. Ses amis et connaissances partagent frénétiquement des posts sur les réseaux sociaux à propos de la soirée d'Allison Street House. Les photos et les vidéos promotionnelles montrent un manoir gigantesque, une fête à couper le souffle avec des filles en bikini, un DJ et de l'alcool à volonté pour seulement 10 $ l'entrée. L'excitation est palpable et l'événement fait rêver tous ceux qui voient les publications. Après avoir pris sa décision, Jayden commence à se préparer mentalement pour la soirée. Il se lève de bonne heure, prend une douche rapide et s'habille avec soin. Bon, il veut être à son meilleur pour cette nuit qui s'annonce mémorable. En sortant de chez lui, il prend les clés de sa voiture et se dirige vers le lycée. Sur le chemin, il passe en revue les détails de la soirée avec ses amis par SMS, confirmant les plans et s'assurant que tout le monde est sur la même longueur d'onde. L'anticipation grandit à chaque minute. Au lycée, c'est le même engouement. Dans les couloirs, dans les classes, tout le monde parle de cette méga fête. Les discussions tournent autour de qui va y aller, comment ils vont s'y rendre et les attentes folles qu'ils ont pour la soirée. Jayden écoute ses amis en parler avec enthousiasme et se laisse rapidement emporter par l'excitation ambiante. Cette fête promet d'être légendaire et il sait qu'il ne peut pas rater ça.
Au lycée, Jayden essaye de se concentrer en classe, mais c'est difficile avec toutes les discussions animées autour de lui. Pendant la pause déjeuner, il rejoint ses amis pour finaliser les détails de leur soirée. Ils décident de se retrouver chez l'un d'eux après les cours pour se préparer ensemble avant de partir pour Allison Street House. De retour chez lui après l'école, Jayden se repose un moment, puis commence à se préparer pour la soirée. Il vérifie plusieurs fois qu'il a tout ce dont il a besoin. Son portefeuille, son téléphone et bien sûr les 10 $ pour l'entrée, ainsi qu'un préservatif. Parce que oui, il se dit qu'il peut potentiellement conclure dans cette soirée et c'est une option à ne pas négliger. Du coup oui, sortez couverts, hein, vous qui me regardez. Son excitation est à son comble et il a hâte de vivre cette nuit qui promet d'être inoubliable. Avec tout ce qui est en place, Jayden se met en route pour retrouver ses amis, prêt à vivre une soirée comme il n'en a jamais vécu auparavant. Je vais même vous le citer puisque c'est un témoignage. En arrivant sur place, l'ambiance était électrique. Le manoir était encore plus impressionnant en vrai que sur les photos. Il y avait déjà des centaines de personnes, la musique était à fond et tout le monde s'amusait. J'ai rapidement payé les 10 $ pour entrer et je me suis retrouvé plongé dans une atmosphère de fête incroyable. C'était comme une fête sortie tout droit d'un film. Et pour un moment, j'ai oublié tous mes soucis. D'abord, Jayden et son groupe se dirigent vers le buffet, et vous imaginez pourquoi. Oui, prendre une bonne bière posée sur la grande table de la cuisine. Ils se servent de quelques amuse-gueules et échangent des blagues avec des connaissances rencontrées à la soirée. Ils décident de prendre un verre et de se mêler à la foule. Les conversations se passent super bien, si on peut dire, étant donné le bruit qui est vraiment dingue. Et Jayden en profite pour rencontrer de nouvelles personnes et discuter de sujets variés, de la musique au dernier film sorti. À un moment donné, Jayden décide de prendre l'air et de se rendre dans le jardin. Il est étonné de voir une piscine avec des gens qui plongent et s'amusent comme s'il n'y avait pas cours le lendemain. Il reste un moment à regarder, il est choqué parce que les gens font des trucs de fou, ça jette tout et n'importe quoi à l'eau. Pour vous dire, il y a un groupe de mecs qui est en train de tirer un frigo et qui veut le jeter à l'eau. Bref, au passage, un autre gars est en train de cramer une poubelle et pareil, direction la piscine car ça commence à bien cramer. Et après avoir passé un moment à danser et à sociabiliser, eh bien Jayden ressent le besoin de se rendre aux toilettes. Il se ferait un chemin à travers la maison animée jusqu'à l'une des salles de bain. Et autant dire qu'il galère tellement il y a du monde. Puisqu'apparemment, selon les autorités et les sources, il y avait entre 300 et 1000 personnes dans ce manoir. Et fun fact, en cherchant les toilettes, il trouve un couple en train de passer du bon temps, avec d'autres personnes qui regardent à côté, ils sont en train de faire quoi. Pour vous dire, Jayden, il s'en souvient très bien de cette soirée, de ce moment-là de la soirée, puisque quand il est rentré dans la pièce, la fille qui était en train de pratiquer l'acte, elle lui a fait un clin d'œil. Voilà, autant vous dire que Jayden, il s'attendait pas du tout à ça. Lui, à la base, il veut juste aller aux toilettes, c'est juste pour préciser. Finalement, Jayden arrive à trouver des toilettes et doit attendre son tour. Il arrive à se soulager et retourne dans la foule où la fête bat toujours son plein. La nuit ne fait que commencer et il est prêt à profiter de chaque instant de cette soirée mémorable à la Projet X. Mais c'est sans compter sur l'intervention des forces de police. Et là encore une fois, je le cite. Vers minuit, les choses ont commencé à dégénérer. La police de Houston est intervenue pour mettre fin à la fête suite aux plaintes des voisins à cause du bruit. Au début, je pensais que c'était qu'une formalité, que les fêtards allaient se disperser sans trop de problèmes. Mais l'ambiance a rapidement tourné au vinaigre. Des groupes de personnes ont commencé à protester contre l'évacuation. J'ai vu certains brandir des armes à feu, ce qui a instantanément fait monter la tension. La situation est devenue incontrôlable en un rien de temps, des coups de feu ont éclaté et c'était le chaos total. Les gens couraient dans toutes les directions, essayant de fuir le danger. Je me souviens de l'effroi que j'ai ressenti en voyant un adolescent tomber au sol, touché par plusieurs balles. C'était une vision d'horreur. J'ai appris plus tard que Ryan Spikes était transporté à l'hôpital Bentop General de Houston, où il y est malheureusement décédé. Cette nouvelle m'a profondément marqué, ce qui devait être une soirée de rêve s'est transformé en cauchemar. Cette expérience m'a fait réaliser à quel point une fête peut rapidement tourner au drame. Ce n'était pas juste un film ou une histoire qu'on raconte, c'était réel et des vies ont été brisées cette nuit-là. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu et vécu. Depuis ce jour, je suis beaucoup plus prudent quant aux événements auxquels je participe. Autant vous dire que la fête sur Allison Street House, qui promettait tant de plaisir et d'excitation, a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire de ceux qui étaient présents. Et je me dois de parler un peu de Ryan Spikes, l'adolescent qui a perdu la vie pendant cette soirée. Il était à 1 mois d'obtenir son diplôme et il était dans l'équipe de football. Voilà, un jeune qui n'a rien demandé, il voulait juste participer à une fête comme il a pu le voir dans un film une semaine auparavant. Et ça a clairement dégénéré. Alors au montage, je sais pas si je vous ai mis des images, des vidéos de la soirée, comment elle s'est déroulée après.
c'est parti en cacahuète, il y avait des choses bien pétées, mais je sais pas, au montage je pense que sinon je vais me faire, ils vont me démonétiser encore, ils vont me faire, oui, Delcor t'es pas gentil, hein. Allez, donc je sais pas s'il y aura des images, je peux pas vous le garantir. Mais bon, si vous avez vu le film Projet X, je pense que vous comprenez que c'était le dawa total. Bon, on va maintenant passer au prochain thread horreur. Alors oui, d'ailleurs c'était pas forcément... Enfin, j'ai essayé de te l'amener en mode thread horreur puisque c'était un témoignage de quelqu'un. Et j'en ai fait un petit truc, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, tu me dis si t'as aimé. Un petit ressenti, parce que c'est pas un vrai thread horreur, si je puis dire, sur Reddit ou quoi. C'est un témoignage que j'ai trouvé, j'ai réussi à te le... à te le goupiller. T'as capté, hein. Allez, prochain thread. Ça s'est passé il y a 4 ans, en plein hiver, mais bizarrement, la nuit était chaude, genre vraiment pas de neige au sol. Cédric sort de son appart vers 20 h, comme d'hab pour sa promenade. Il bosse de nuit, donc ses horaires sont décalés, et c'est son truc pour s'aérer l'esprit. Ce soir-là, il compte traverser un pont pour rejoindre la ville voisine. Et faut savoir que Cédric, c'est un mec grand, plutôt baraqué, et à l'époque, il a autour de 20 ans. Il a jamais vraiment eu de soucis à marcher la nuit, il se sent en sécurité. Bref, il met ses écouteurs et c'est parti direction le pont. Les 20 premières minutes, rien n'a signalé. Il passe devant des vieilles maisons, un resto mexicain pas terrible, un autre qui a l'air bien meilleur, une station-service un peu chelou, des apparts de luxe tout neufs, et puis il arrive au bord de la rivière. Les lumières des lampadaires se reflètent sur l'eau sombre, qui n'est même pas gelée. C'est calme, presque paisible. Il traverse le pont, arrive en ville et appuie sur le bouton du passage piéton, à une grosse intersection à 4 voies. Là, il remarque une personne de l'autre côté de la rue. C'est la seule qu'il a croisée ce soir. Elle fait rien de spécial, elle est juste là. Cédric se dit qu'elle attend sûrement un Uber, vu qu'elle regarde même pas les feux. La rue, d'habitude blindée en journée, est ultra calme. Le feu passe au vert, il traverse et il se dirige vers elle. En approchant, il capte qu'elle le regarde par petits coups d'œil, mais détourne direct le regard, genre gêné. Elle fait ça plusieurs fois et Cédric, il se dit qu'elle doit être mal à l'aise. Il comprend, ça peut être flippant d'être seul dans une rue mal éclairée, surtout avec un grand mec qui arrive. En passant près d'elle, il regarde sa tenue juste par curiosité et parce qu'il trouve qu'elle doit crever de froid. Elle a un bonnet à pompons, un pull trop fin pour la saison, un jean moulant et un sac à dos en plastique pour gamin. Au début, il pense qu'elle est ado, mais en regardant mieux, elle semble avoir entre 20 et 30 ans. Elle est fine, cheveux châtains courts, peau pâle, taille moyenne. Cédric fait au moins une tête de plus qu'elle. Il continue sa route sans rien dire. Il traverse le centre-ville. À gauche, à droite, des hôtels qui s'élèvent. Il se dirige vers le parc central. Normalement, il y a plein de monde ici, touristes, habitants. Mais là, avec la pandémie et l'heure bizarre, il a l'impression d'être seul au monde. Il admire des arbres illuminés, profite du calme. Puis, il se dit qu'il est à mi-chemin. Il tourne autour d'une vieille bibliothèque en marbre et pierre et repart vers le pont. Mais au moment où il tourne le coin de la bibliothèque, il manque de rentrer dans quelqu'un. Et là, il réalise que c'est la même femme qu'il a vue tout à l'heure à l'intersection. Cédric a toujours son casque sur les oreilles, alors il baisse une oreillette et lance un truc du genre « pardon ?» Mais elle, rien, pas un mot. Elle recule un peu, se met sous un lampadaire et évite son regard. Elle fait encore ses petits coups d'œil rapides comme avant. Cédric hausse les épaules, remet son casque, lui fait un signe de tête poli et continue son chemin. Là, il se dit que normalement, elle devrait aller dans la direction opposée, vu qu'ils allaient dans des sens différents tout à l'heure. Mais il y a un truc qui le dérange, un genre de sixième sens qui lui murmure qu'elle ne va pas vraiment par là. Alors, il jette un coup d'œil discret derrière lui et bingo, elle est là, elle le suit. Ses pas sont longs, rapides, elle est bien plus proche qu'avant. Cédric trouve ça étrange mais il garde son calme. Il continue, tout en la surveillant du coin de l'œil. Quand il arrive au passage piéton suivant, il s'arrête pour attendre le feu. Et elle le rattrape, passe devant lui et s'arrête aussi, un peu plus loin. Une voiture passe et là elle se met à s'accroupir au-dessus de son sac en plastique, juste à quelques mètres de lui. Elle farfouille frénétiquement dedans, mais en levant les yeux vers lui de temps en temps. Cédric, intrigué, coupe son podcast pour écouter ce qui se passe. Il y a un truc qui cloche. Sa manière de fouiller dans son sac, ça sonne faux, comme si elle jouait un rôle. Ses mouvements sont désorientés, presque mécaniques, et elle regarde à peine dans son sac. Tout ça lui paraît bizarre, et le pire, c'est son insistance à le regarder. Cédric commence à se sentir mal à l'aise. Alors voilà, ça se passe comme ça. Le feu passe au vert, et Cédric commence à marcher plus vite, histoire de foutre le camp. Mais elle est encore plus rapide. D'un coup, elle se lève, elle se précipite devant lui en direction du musée, avec son petit sac à dos rose à moitié ouvert qui pendouille sur son épaule. Il regarde sa silhouette disparaître dans l'obscurité au-delà des lampadaires. Là, il se dit que c'est bon, c'est fini. Elle est partie. Il souffle un peu, relâche la pression et remet son podcast. Juste après le musée, il y a une portion de trottoir mal éclairée,
avec un vieux bâtiment trapu aux fenêtres miroirs. Il se dit qu'il est plus très loin du pont, que c'est bientôt fini. En marchant, il tourne la tête comme pour se distraire et observe les reflets des lumières dans les vitres. Et là, bam, horreur totale. Il voit une silhouette sombre qui se précipite vers lui, comme dans un rêve chelou où tout va trop vite et trop lentement à la fois. Cédric, lui, pige pas trop ce qui se passe, mais un mélange d'instinct et de confusion le pousse à se retourner face à elle. Peut-être que son mouvement brusque la surprend parce qu'elle s'arrête net à quelques mètres de lui et elle le fixe. Ses yeux, comment vous dire, il les décrit comme écarquillés, frénétiques, un peu sauvages, comme si elle était prête à bondir. Elle mate ses bras, puis son visage, genre elle l'évalue. Et Cédric se rend compte que dans le noir, il doit peut-être paraître plus prêt à se défendre qu'il ne l'est vraiment. Elle tient quelque chose dans une main, mais il n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est petit, elle le garde sur le côté, un peu planqué, et ça fait flipper. Alors là, il se regarde en chien de faïence, un long moment où rien ne bouge. Cédric est pétrifié, il attend qu'elle fasse un geste, qu'elle essaye d'utiliser ce qu'elle tient, mais rien ne se passe. Puis, comme si un miracle se produisait, une voiture passe lentement. Ce petit moment casse un peu la tension, et Cédric retrouve un semblant de courage. Il enlève un écouteur et il hurle. « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Aucune réponse, nada, elle reste là, immobile, à le fixer avec ce regard étrange. Cédric, lui, commence à se reculer, lentement, doucement, un pas après l'autre. Toujours pas de réaction de sa part, il prend un autre pas en arrière et encore un autre. Et là, il se sent suffisamment loin pour faire demi-tour et s'éloigner, mais toujours prudemment. Quand il arrive dans une zone mieux éclairée, il accélère le pas. Il regarde derrière lui et elle est toujours là, figée comme une statue. Puis d'un coup, comme si elle lâchait l'affaire, elle tourne les talons, elle traverse la rue, sans même mater les voitures à grande enjambée. Et elle disparaît au coin d'un immeuble. Cédric reste perturbé par son attitude, genre tout ce qui vient de se passer n'a aucun sens. Sur le chemin du retour, il garde un œil derrière lui. Il flippe qu'elle le suive encore, mais le pont est bien éclairé. Et il n'y a plus aucune trace d'elle. En fait, il n'y a plus personne, plus de voitures, plus de piétons. Là, il pousse un gros soupir de soulagement. Et voilà, plus rien ne se passe après ça. Mais bizarrement, il appelle pas la police. Il sait pas trop pourquoi en fait, peut-être le choc, le déni. Il se dit que les flics pourront rien faire, qu'elle est déjà loin, qu'il a pas été agressé vraiment. Il se trouve plein d'excuses. Par contre, une de ses colocataires, elle panique. C'est elle qui appelle les flics. Un policier passe dans le coin, mais évidemment, cette femme n'est plus là. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur. Ma foi, très chelou, parce que d'habitude, ce serait plus une femme qui nous raconterait ce thread. Mais là non, c'est un homme qui subit ça. On sait pas ce qu'elle veut la frérotte, elle est là, je sais ça veut rien dire frérotte, mais cherchez pas en ce moment, j'ai du mal à parler français, hein, vraiment. C'est frérot, mais avec un te, c'est nul, c'est moche, c'est très moche, vraiment, on va se le dire. Bref, thread de fou. Allez, on passe au prochain. Amalia et Aurélien vivent dans une grande ville plutôt animée, où ils ont l'habitude de croiser des voisins un peu bizarres ou des gens chelous. Mais il y a environ un mois, ils ont vécu une expérience qui les a vraiment secoués. Ils viennent tout juste d'en comprendre toute l'histoire aujourd'hui. Ils habitent dans un sous-sol aménagé d'une grande maison divisée en plusieurs appartements. Leur proprio occupe un des logements et il y a aussi un autre locataire dans la maison. Depuis un moment, ils avaient remarqué que leur proprio ramenait des dates différentes à la maison, mais ça les gênait pas. Alors, quand une femme traînait sur la propriété, ça les a pas surpris. Un soir, vers minuit, ils se couchent, mais à peine 30 minutes plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Amalia demande à Aurélien de ne pas ouvrir, mais lui pense que c'est juste la fille qu'ils ont vue plus tôt. Amalia reste quand même sur ses gardes, elle enfile un jogging, attrape ses clés et prend leur chien au cas où elles doivent sortir par l'arrière. Ensuite, elle se poste dans le couloir près de la porte d'entrée, à l'écoute, mais hors de vue. La fille paraît bien bourrée. Elle dit à Aurélien qu'elle est la fiancée du proprio. Ça les étonne un peu vu les rendez-vous qu'il ramène d'habitude. Mais elle commence à parler de trucs assez précis sur Amalia et Aurélien, des détails personnels. À ce moment-là, ils se disent que ouais, c'est peut-être vrai. Elle demande à Aurélien s'il a un briquet pour sa cigarette. Il lui donne pensant que ça va clore l'échange, mais non. Elle enchaîne en balançant que leur proprio est dans un hôtel, en train de la tromper. Aurélien, un peu gêné, juste un petit ouais, ok. Et là, ça part en vrille. Elle commence à flirter avec lui, l'invite même à aller nager dans la piscine du proprio avec elle. Aurélien refuse poliment, mais Amalia, qui écoute tout, commence à s'énerver. Cette fille devient un peu trop envahissante. Ensuite, elle change de sujet et se met à parler des voisins. Sauf que ça tourne mal. Elle se lance dans un délire raciste hyper violent, utilisant des insultes que même Amalia n'a jamais entendues. Là, Amalia en a marre, elle ouvre la porte et coupe court.
Écoutez, on doit se lever tôt demain, donc bonne nuit. La fille a l'air choquée de la voir, comme si elle ne s'attendait pas à sa présence. Son visage change complètement. Elle fixe Amalia et d'un coup, ce n'est plus les gentils locataires. Elle se met à leur hurler dessus, les traite de racailles blanches parce qu'ils n'ont pas sorti leur poubelle à temps. Elle menace même de les faire expulser s'ils ne prennent pas son parti. Amalia et Aurélien finissent par lui claquer la porte au nez. Le lendemain, ils hésitent à en parler au proprio. Ils se disent que cette fille doit juste être folle. Peut-être qu'elle a surpris leur proprio avec quelqu'un d'autre et essaye de se venger en flirtant avec Aurélien. Finalement, ils envoient un message au proprio pour tout lui raconter. Il répond, s'excuse vaguement et précise juste qu'elle n'est pas sa fiancée. Et il promet de régler ça. Mais les jours qui suivent, c'est l'enfer. La fille met la musique à fond, cogne contre les murs, fouille dans leurs remises et traîne dans leur partie de l'arrière-cour en pleine nuit. Amalia est terrifiée, surtout la première semaine. Elle passe ses nuits à écouter le moindre bruit, scrutant la cour par la fenêtre pour vérifier qu'elle n'est pas là. Au bout d'un moment, elle s'habitue, mais ça reste angoissant. Pendant ce temps, leur proprio a disparu. Ils ne le croisent plus du tout, jusqu'à aujourd'hui. Ce matin-là, Aurélien promène leur chien et tombe sur le proprio sur son porche. Et là, il raconte enfin toute l'histoire. Apparemment, il est sorti quelques fois avec cette fille, qui semblait normale au début. Mais après une nuit chez lui, elle change complètement d'habitude. Quand il lui demande de partir pour aller bosser, elle reste et elle ne compte plus partir. Le proprio découvre qu'en fait, c'est son truc. Elle s'incruste chez des mecs et squatte jusqu'à ce qu'il soit obligé de la faire expulser légalement. Lui, il a préféré fuir la maison pendant un mois, vivant ailleurs tout en préparant les papiers pour la faire virer. Et le soir où elle est venue frapper chez Amalia et Aurélien, c'était le jour où elle avait reçu un avis d'expulsion. Elle essayait de séduire Aurélien pour s'incruster chez lui. Quand elle a enfin compris qu'Amalia habitait là aussi, elle est devenue folle de rage. Le proprio explique qu'il a trouvé une solution pour s'en débarrasser plus vite. Il lui a payé un billet d'avion pour un autre état, juste pour qu'elle parte. Amalia et Aurélien sont soulagés que ce soit fini. Mais maintenant, ils savent qu'il y a une squatteuse en vadrouille quelque part dans le Midwest. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Selena ne poste normalement pas ce genre de choses et elle espère ne pas le regretter. Et surtout, elle a vu quelqu'un mentionner brièvement ce subreddit. Je vous laisse deviner lequel. Un petit Let's Not Meet? Ouais. Et en fait, elle s'est dit que ce serait l'endroit idéal pour partager une histoire horrible qui lui est arrivée. Et c'est une histoire que normalement, elle n'a racontée à personne. Et effectivement, je dois vous le dire, il y a des trigger warnings pour cette histoire. On va parler d'agression S. Elle nous le dit, elle va donner le moins de détails possible, mais faut être conscient qu'il y aura ça, de l'agression S. Pour ceux qui capteraient pas, ça va être 18+, quoi. Il y a environ un an, à la même période, Selena s'ennuie et elle traîne sur le net. Bon, rien d'inhabituel pour elle, mais bon, elle décide d'aller sur Omegle. Omegle, c'est un site qui permet de parler à des inconnus, que ça soit par vidéo ou par chat. Ça existe depuis longtemps et elle l'utilisait souvent quand elle était plus jeune pour tuer le temps. Il y avait pas mal de pervers, bien sûr, mais elle a aussi eu pas mal d'interactions et de conversations sympas sur ce site. Sur Omegle, on pouvait taper des tags. En gros, c'est des mots-clés qui décrivent le type de conversation ou de personne que l'on veut rechercher. Et le site, il mettait en relation des personnes qui avaient le même tag. Et Selena, elle utilisait tout le temps un tag qui s'appelait alt pour alternatif. Elle a l'impression que ça éliminait pas mal de personnes grossières et ça la mettait en contact avec des personnes plus ou moins de son âge, sachant qu'elle avait 19 ans à l'époque. Elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Kane et il commence à discuter par message. Il lui dit qu'il a 23 ans et elle lui donne son âge. Ils échangent quelques banalités, la météo et tout, vous connaissez. Et sans s'en rendre compte, en fait, ils parlent toute la nuit. Mais genre vraiment toute la nuit. Ils vivent dans le même fuseau horaire et elle est restée debout jusqu'à 6h du matin à discuter de philosophie, de la vie et de leurs intérêts, juste parce que c'était intéressant et qu'elle passait un bon moment. Alors qu'ils parlent de leur lieu de résidence, il lâche d'un coup. Mais tu sais quoi? On devrait se rencontrer un jour. Selena, elle rigole, mais il s'avère qu'en fait, il est sérieux. Et il s'avère qu'ils n'habitent qu'à 3-4 heures l'un de l'autre. Donc, effectivement, ils envisagent vraiment la chose. Selena, c'est quelqu'un d'anxieuse, mais pour une raison ou une autre, elle se dit qu'il pourrait être normal, vu qu'elle vient de passer des heures et des heures à lui parler sans détecter de signaux d'alarme. Alors, elle dit oui, pourquoi pas. Elle le sait, c'est une erreur incroyablement stupide. Elle est quelqu'un de gentil et elle fait souvent l'erreur de donner le bénéfice du doute aux autres. Du coup, il commence à organiser un voyage de camping. Il est super motivé pour le faire quelques jours après cette nuit-là.
parce que c'est son jour de congé. Selena accepte car elle n'a rien de prévu à ce moment-là. Elle lui demande son numéro pour qu'il puisse parler du voyage ailleurs que sur Omegle. Et il lui donne. Elle lui envoie un message et remarque que les messages sont verts sur son iPhone. Ça indique qu'il utilise un Samsung ou un Android. En plaisantant, elle lui dit un truc du genre « Et qu'est-ce qu'il a ton petit Samsung ?» Après quelques minutes, il lui répond par message qu'il a 2 téléphones et que l'un est pour le travail. Et là, bah oui, c'est le premier signe d'alarme qui se déclenche dans sa tête. Pourquoi aurait-il besoin de 2 téléphones pour travailler à son âge? Bien sûr, il y a des raisons possibles, mais ça dégage un mauvais sentiment chez elle. Un sentiment qu'elle regrette ne pas avoir écouté. Elle lui demande son travail et il lui dit qu'il travaille pour l'État. Il ajoute qu'il n'a pas le droit de donner des détails sur son travail, parce qu'il a signé des papiers de confidentialité et qui pourraient être virés s'il divulguait ces informations. Selena est toujours méfiante, mais elle se dit qu'il travaille peut-être pour un commissariat de police ou la mairie. Un truc en rapport avec les forces de l'ordre et qu'elle se fait en fait sûrement des idées. Les jours passent et la date du voyage de camping approche. Il veut l'emmener près de chez lui à Nemain Mountain dans l'état de New York. Évidemment, Selena veut faire quelques recherches sur l'endroit où elle va. Alors, elle tape le nom sur Google. Elle tombe sur plein de résultats concernant le sol de Nemain Mountain contaminé par l'arsenic à cause d'anciennes mines de la région. Tous les articles gouvernementaux qu'elle lit disent qu'il est toujours sûr de faire de la randonnée là-bas, mais qu'il faut se laver la peau et les chaussures après. Selena a toujours un mauvais pressentiment. Elle envoie un message à Kane et lui demande pourquoi ils vont dans un endroit potentiellement dangereux. Il la rassure en lui disant qu'il ne se passera rien et que c'est un endroit où lui et ses amis campent souvent. Ok, ça la rassure un peu, mais après tout, il connaît la région mieux qu'elle. Les parents de Selena sont vraiment très méfiants envers tout le monde. On peut même dire qu'ils sont stricts. Mais c'est pour une bonne raison, ils sont juste protecteurs. Elle leur dit qu'elle va retrouver un ami qu'elle a rencontré sur un jeu vidéo et qu'elle le connaît depuis un mois. Elle sait que ça les effraiera moins que la vérité. Bon, ils insistent sur le fait que c'est une très mauvaise idée. Mais ils finissent par la laisser partir quand Kane arrive devant chez elle. Il ne rentre pas, il attend devant sa voiture. Après une brève présentation, sa mère se présente pour le rencontrer et lui pose quelques questions sur la région où ils vont. Puis enfin, ils partent. Il s'arrête au Starbucks près de chez elle pour qu'il puisse prendre un café, car il est fatigué par la route. Il reste assis dans sa voiture pendant environ 1h30 après ça. Pendant ce temps, il lui demande de donner son avis sur la playlist qu'il a mise. Et il lui montre comment il note chaque chanson qu'il aime dans un petit carnet qu'il garde dans sa voiture. Bon, Selena trouve ça bizarre, mais plutôt mignon. Qui fait ça de nos jours. Après 1 heure ou 2, Selena lui dit qu'il devrait y aller pour pouvoir arriver au camping avant la nuit. Et il arrête pas de dire « Allez, encore 5 minutes ». Après qu'elle a insisté pendant environ 30 minutes pour qu'il parte à l'heure, il finit par prendre la route. Et pendant les 4 heures de route, Kane parle surtout de lui. Il raconte de longues histoires sur ses amis et une fille avec qui il sortait et qu'il n'aimait pas. Autant vous dire que Selena trouve ça étrange. Qui parle d'une autre fille comme ça à une fille qu'il veut pécho? Bon, après environ 2 heures d'histoire, Selena essaye de changer de sujet et elle lui demande ce qu'il aime faire en termes de loisirs. Elle savait déjà ce qu'il lui avait dit en ligne, mais elle essaye d'éviter un silence gênant ou ses divagations bizarres. Il dit qu'il pense qu'il est important de manger sainement et que les gens qui mangent de la malbouffe sont stupides. Il dit aussi qu'il ne porte que des vêtements durables en coton ou en laine. Bon, Selena, elle a aucun problème avec le fait d'être éco-responsable, mais il le dit d'une manière vraiment désagréable. Puis il se tourne vers elle et lui pose la première question sur elle depuis qu'ils sont dans la voiture. Qu'est-ce qui t'a amené sur Omegle? Elle lui répond qu'elle s'ennuyait et qu'elle aime rencontrer des gens nouveaux et intéressants. C'est tout. Il hoche la tête, lentement, pensif, et il sourit, affichant la plus forte expression qu'elle ait vue sur son visage jusqu'à présent. Il dit qu'il aime aller sur Omegle et dire aux gens qu'il est un soldat en Russie et qu'il torture les gens en leur parlant. Selena, elle reste là, silencieuse et le regarde fixement, attendant qu'ils disent qu'il plaisante. Et alors qu'il s'approche du camping, Selena dit qu'elle a un petit peu faim. Kane lui dit qu'ils peuvent s'arrêter à un Whole Foods avant d'aller camper. Bon, dans sa tête, Selena soupire, sachant qu'il va probablement la juger sur ce qu'elle va choisir là-bas. Mais bon, elle a faim, alors elle accepte. Dans le magasin, il lui fait payer leurs 2 repas, parce que soi-disant, sa carte ne marche pas là-bas. Bon, il a même pas essayé de la passer en fait, mais bon,
Voilà, c'est comme ça. Autant vous dire que la petite Selena, ça l'énerve, mais elle a juste hâte d'arriver au camp. Alors elle paye et ils s'assoient dehors pour manger. Après environ 1 heure, ils sont enfin prêts à aller au camp. Ils montent jusqu'à la montagne et ils se garent sur un petit parking avec environ 3 places. Des voitures sont garées là et des hommes plus âgés les entourent en fumant de l'herbe. Rien de répréhensible en soi, du moins pour Selena, mais ça la met mal à l'aise qu'il soit là si tard. Avant même qu'elle puisse le dire, Kane dit qu'il fait trop froid pour qu'ils portent leurs affaires jusqu'au camping, qui est à environ 10 minutes à pied. Oh, Selena elle est super surprise et elle lui dit mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'aider, on n'est pas venu ici pour rien. Il insiste et lui dit de sortir de la voiture pour sentir le froid. Il dit qu'il faudrait du temps pour monter leur tente et que, en fait, c'est trop pour eux. Hors de question pour Selena de sortir de la voiture et d'être confrontée aux hommes sur le parking à côté. Alors, elle baisse à moitié la vitre et tend la main. Effectivement, il fait super froid. Selena est agacée mais elle accepte de dormir dans sa voiture pour la nuit. Elle est clairement déçue que leur voyage soit gâché. Il reste assis en silence pendant un moment, visiblement mal à l'aise parce qu'elle est agacée et qu'il ne sait pas comment la réconforter. Selena se glisse sur le siège passager et commence à scroller sur les réseaux sociaux pour passer le temps. Il lui prend son téléphone des mains et lui dit « Viens là ». Il tape sur ses genoux en disant ça. Selena est déjà agacée par la situation et ne comprend pas ce qu'il compte faire. Elle lui dit « Ah, c'est ça, t'es marrant toi ». Elle reprend son téléphone qu'il a jeté sur le plancher de la voiture. Avant qu'elle puisse l'attraper, il se penche, la soulève du siège et la jette sur la banquette arrière. Ensuite, il commence à l'agresser. Selena ne se souvient pas de la plupart de ce qui s'est passé. Elle avait les yeux fermés et priait pour que ça s'arrête. Une fois qu'il a fini, il la repousse sur les sièges et se rhabille. Il lui sourit alors et lui dit « Alors, c'était comment ?» Selena le regarde fixement, les larmes aux yeux. Il remonte sur le siège avant, pose ses pieds sur le volant et s'endort. Selena ne sait pas quoi faire, elle reste assise sur la banquette arrière, immobile, pendant environ 2 heures, essayant de comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle pense à appeler sa mère, à appeler le 911. Elle y pense pendant ce qui lui semble être une éternité. Elle a déjà été agressée une fois et ça a brisé le cœur de ses parents. Elle sait qu'apprendre ça les détruirait complètement. Et elle a aussi peur de ce qui se passerait si elle leur disait. Elle ne veut pas que son père ou son frère aille en prison à vie parce qu'il sera en colère et voudrait se venger de ce type. Alors elle reste assise là, toute la nuit, à regarder les hommes dehors fixer la voiture et fumer leurs joints. Elle ne se souvient pas de s'être endormie, mais elle finit par se réveiller à cause du vent qui frappe la voiture. Elle est en position fétale, assise bien droite, serrant ses jambes avec ses bras. Kane remarque qu'elle est réveillée et lui dit qu'il est temps de partir. Selena a tellement peur de lui qu'elle a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine. L'adrénaline la parcourt et elle commence à chercher sur la banquette arrière et dans leur sac de voyage quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme arme au cas où il recommencerait. Elle finit par agripper sa bouteille d'eau en métal pleine. Ce n'est pas mortel mais ça peut assommer quelqu'un et la tenir la rassure. Elle reste à l'arrière et Kane commence à conduire. Elle lui demande où ils vont et il répond prendre le petit déjeuner. Presque comme si c'était évident et qu'elle était idiote de poser la question. Après être redescendu de la montagne, il se gare sur un parking et lui dit de sortir. Il lui dit qu'ils sont arrivés. Selena sort de la voiture et reste près d'elle. Elle pense à s'enfuir mais elle ne veut pas risquer d'être poursuivie et rattrapée par lui. Elle le suit jusqu'à un petit restaurant mexicain au coin de la rue et il lui dit de commander des pancakes pour qu'il puisse en avoir. Ça l'énerve encore plus, mais elle ne dit rien parce qu'elle a peur des conséquences s'il voit qu'elle est en colère. Elle mange quelques bouchées et il mange joyeusement le reste de son assiette. Il paye rapidement en liquide et la ramène à la voiture, où il s'allonge sur la banquette arrière. Il lui dit qu'il va faire une petite sieste parce qu'il n'a pas bien dormi la nuit dernière. Selena ne veut pas se disputer, alors elle le laisse dormir. Comment peut-il dormir aussi profondément après ce qu'il vient de faire? Il dort pendant environ 3 heures. Pendant tout ce temps, Selena regarde des vidéos sur YouTube, essayant de se calmer et de garder la tête froide. Il est environ 9 h du matin et à ce moment-là, sa mère se réveille et lui envoie un message pour lui dire de rentrer. Selena lui dit que Kane fait une sieste et qu'elle rentre bientôt. Sa mère n'aime pas ça et insiste pour qu'elle rentre tout de suite. Selena est contente d'avoir une raison de partir, une raison qui pourrait convaincre Kane. Elle le réveille et il se met en colère en disant « Mais tu te fous de ma gueule toi? Arrête de me réveiller. La prochaine fois, joue avec ton téléphone, regarde Toc Toc ou un truc dans le genre. » Selena tremble, mais elle réussit à dire que sa mère veut qu'elle rentre et qu'ils doivent y aller. Il lui dit de le laisser dormir encore 30 minutes et il lui dit de mettre un minuteur sur son téléphone, ce qu'elle fait bien évidemment. Ces 30 minutes lui semblent une éternité et une fois le minuteur déclenché, elle le réveille une fois de plus.
Cette fois, elle se filme en train de le réveiller parce qu'elle a peur de ce qui va se passer. Il est à nouveau en colère et elle lui dit que les 30 minutes sont passées. Elle lui demande de partir. Elle le supplie de partir, mais il refuse. Encore et encore, il dit qu'il ne parte pas. Selena tremble de façon incontrôlable, mais elle fait bonne figure et fait semblant d'être enjouée. Elle dit « Ok, je vais juste prendre un Uber alors ». Elle se retourne et commence à ouvrir la portière quand elle sent sa main saisir son épaule et la tirer vers le bas. Honnêtement, elle pense qu'elle a perdu connaissance de peur pendant quelques secondes. Il lui dit alors « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Sa main est toujours sur son épaule, ses doigts pressant sa peau. Son esprit s'emballe et elle est au bord des larmes. Ça attire son attention et elle fait rapidement semblant en disant que sa mère appellera la police pour venir la chercher si elle ne rentre pas bientôt. Elle avait mentionné plus tôt que son père travaillait dans les forces de l'ordre. Donc, c'est un mensonge un peu plus crédible. À la mention de la police, quelque chose change sur son visage. Il a l'air paniqué. Il la lâche et accepte à contre-cœur de la ramener chez elle. Selena ressent un profond soulagement, le plus profond soulagement qu'elle n'ait jamais ressenti. Et elle ravale sa salive alors qu'ils montent sur le siège avant et commencent leur trajet de 5 heures pour la ramener chez elle. Le trajet du retour est beaucoup plus calme que l'aller. Quand ils arrivent enfin dans la ville où vit Selena, il est 23h30. Kane s'arrête sur la route principale juste avant d'arriver chez elle. Et là, Selena voit des lumières bleues clignotantes derrière eux. Son premier réflexe est d'avoir super peur parce que son père est policier. Alors, elle a toujours fait super attention à ne pas enfreindre le code de la route. La police les arrête et 2 agents sortent de la voiture. Selena baisse frénétiquement sa vitre pour qu'ils voient son visage, la fille de leur collègue. L'un d'eux la salue et a l'air à la fois inquiet et déçu de la voir dans cette situation. L'autre policier dit à Kane de sortir de la voiture pendant que Selena explique ce qu'ils font dehors si tard. Elle leur épargne les détails illégaux et horribles. Elle est fatiguée, effrayée et a juste besoin d'être en sécurité chez elle. Elle ne veut pas non plus qu'il réveille son père avec de telles nouvelles. Selena entend le deuxième policier demander son identité à Kane. « Alors, comment tu t'appelles, fiston ?» Kane marmonne quelque chose et le policier lui dit de parler plus fort. Le nom qu'il donne n'est pas Kane et il dit au policier qu'il a 22 ans, pas 23. Le cœur de Selena se serre et elle reste assise, là, immobile, pendant qu'ils expliquent à Kane qu'il a grillé un stop et qu'il le laisse partir avec un avertissement. Ils disent également à Selena de rentrer chez elle et elle hoche la tête. Une fois qu'ils sont repartis, Selena laisse ses émotions prendre le dessus et commence à crier sur l'étranger à côté d'elle. « Mais pourquoi tu m'as menti? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ?» Il a l'air perturbé par ses cris et lui dit de se calmer. Il lui dit qu'il est désolé d'avoir menti. Il dit qu'il n'a menti sur son identité que pour sa propre sécurité. Ce qui rend Selena encore plus dingue, vu qu'il vient de l'agresser. Elle continue de lui crier dessus pendant tout le trajet jusqu'à chez elle. Et une fois arrivée, elle ouvre les portières de la voiture et commence à jeter ses affaires sur la pelouse, désespérée de s'éloigner de lui. Il essaye de lui parler, de lui donner d'autres excuses pitoyables pour ses actes. Mais elle lui crie de s'éloigner et qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Selena ramasse ses affaires et les emmène dans sa chambre pendant que ses parents dorment profondément, sans se douter du terrible secret qu'elle cache. Elle réveille sa mère et lui dit qu'elle est rentrée, comme elle lui avait demandé. Une fois dans sa chambre, Selena s'effondre. Ce qui lui est arrivé commence à la frapper de plein fouet. Alors qu'elle sanglote silencieusement sous sa couverture, son téléphone s'allume avec un message de Kane. Dessus, c'est écrit « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Si ça peut te rassurer, je viens de me faire arrêter. Donc c'est mon karma, j'imagine. Dis-moi si tu veux me parler. » Selena sent une vague de nausée la submerger. Elle fait une capture d'écran du message, bloque son numéro et supprime son contact. Elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Et elle n'a plus fréquenté personne depuis, à part son petit ami actuel, qui, Dieu merci, est normal. Elle repense encore presque tous les jours à ce qui s'est passé et se sent toujours mal à l'aise quand quelqu'un qu'elle ne connaît pas s'approche d'elle, même si c'est juste un inconnu dans un magasin. Selena sait que ce qui s'est passé est le résultat de ses propres actions irréfléchies d'adolescente. Elle sait qu'elle n'aurait pas dû rencontrer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, mais elle pensait qu'il serait une personne normale, au moins un minimum. Elle aurait aimé écouter son instinct et les avertissements de ses parents. Et elle ne sait pas ce qui se serait passé si elle n'avait pas inventé cette histoire de police. Et elle ne veut même pas y penser. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread qui est un témoignage, forcément. Enfin, c'est une sorte de témoignage, j'ai envie de dire. Bien évidemment, j'y ai pensé aussi, on se dit mais pourquoi? Bon, déjà c'est pas sa faute. Elle le dit, ouais, c'est à cause de mes actions irréfléchies. Non, bah oui, c'est un peu bête de rencontrer quelqu'un et tout, mais c'est pas ta faute. L'acte horrible, c'est lui qui le commet, ok?
Ah, c'est un truc américain, donc elle verra pas l'histoire, hein, je préfère vous le dire. Alors oui, il y a un truc qui me chagrine énormément, c'est quand il y a les policiers qui les arrêtent. Tu sais que ton père est policier, le mec, en plus, il te reconnaît, donc il sait que t'es la fille de l'autre policier. Tu te dis, moi je suis elle, mais c'est toujours plus facile à dire, bien sûr, bien évidemment, il y en a plein qui vont être d'accord avec moi, je pense, et d'autres qui diront bah non. Mais effectivement, tu te dis, mais le policier, dis-lui, tu sais, tu sors de la voiture et tu lui dis, mais ce gars-là, là, il m'a agressé S. Donc tu l'arrêtes et c'est ciao. Et effectivement, comme c'est la fille de l'autre policier, il va passer un mauvais quart d'heure. Et c'est dommage parce qu'en plus de ça, bah, ce gars-là, il est sûrement en liberté maintenant. Alors que si elle avait fait ça, bah, elle aurait pu se protéger elle, avoir un peu de justice et surtout protéger d'autres femmes. Parce que ce gars-là, il va continuer en fait. Des femmes ou des hommes, hein, on sait rien, je sais pas ses penchants. Mais là en tout cas, il a fait ça à une femme. Donc effectivement, c'est un petit peu dommage, elle aurait pu penser plus qu'à elle-même sur ce coup, parce qu'elle dit oui, j'ai pas envie que mes parents m'engueulent, mais je crois qu'on en est plus là. Enfin, quand il t'arrive ça, c'est plus facile à dire qu'à voilà, mais la conclusion elle est un peu dure, hein, je vais pas vous mentir, donc je pense que je vais l'arrêter là. On va passer au prochain thread et il lui dit de commander des pancakes, des pancakes. Alors, juste avant que commence ce second thread, pendant que je tiens tout le monde, hein, que vous n'êtes pas parti, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, voilà, pour faire un petit peu plaisir. Bon, ça fait plaisir, en fait, tout simplement. Voilà, puis si t'es là, c'est que t'as quand même kiffé la vidéo. Enfin, elle est pas finie, hein, bien sûr, mais je veux dire que c'est, voilà. On n'oublie pas les bonnes résolutions. Voilà, c'est votre résolution de 2025, ça, je vous l'impose. Mettre les pouces bleus, non, je déconne. Faites ce que vous voulez, hein, mais si vous kiffez, c'est toujours bien pour moi, hein, je vais pas vous mentir. Allez, on commence avec ce second thread. Suzy, elle a environ 8 ans à l'époque et il faut savoir qu'elle grandit dans une toute petite ville, genre 600 habitants. Autant dire que tout le monde se connaît et comme son père travaille à l'école, tout le monde la connaît aussi. Du coup, elle se sent en sécurité avec n'importe qui lui parle. Au sous-sol de la bibliothèque, ils ont une sorte de petit groupe de jeunes sans religion. Il y a Just Dance, du air hockey et du billard. C'est un petit endroit sympa pour les enfants du coin. Un soir, le frère de Suzy organise un match de basket à domicile, au gymnase local. C'est un immense terrain couvert dans un grand bâtiment en briques en centre-ville et on le voit depuis la bibliothèque. C'est à 2 pas et comme sa cousine, sa sœur et elle n'ont pas envie d'y aller, elle préfère aller au groupe de jeunes. Suzy se souvient qu'elle joue au air hockey quand la porte s'ouvre et qu'un homme d'âge moyen entre. Elle ne le reconnaît pas et trouve ça bizarre qu'il traîne dans un endroit pour enfants. Il s'intéresse tout de suite à elle et Suzy se rappelle qu'il porte une veste en cuir, des lunettes et qu'il a les cheveux gominés en arrière. Il lui dit qu'il s'appelle Jim et Suzy se dit tiens, mon père connaît un Jim, donc il doit le connaître. Elle est naïve, elle le sait bien maintenant. Elle lui dit son nom et il lui demande si elle veut aller au match de basket avec lui. Suzy se dit bah pourquoi pas. Son frère joue et c'est juste à côté. Il lui dit même qu'il lui achètera des bonbons au stand de la buvette une fois arrivé. Alors Suzy sort avec lui, sans prévenir sa sœur ni sa cousine. Ils marchent dans le noir sous les quelques lampadaires en passant devant le parc. L'homme lui demande si elle a des frères et sœurs et elle lui dit que oui et que son frère joue justement au match. Suzy ne se souvient pas s'ils parlent encore pendant le trajet, mais ils arrivent au match. La femme qui prend l'argent en haut des escaliers, Dawn, est sa conductrice de bus. Encore une fois, petite ville oblige. Dawn jette un regard super bizarre à l'homme, mais il paye l'entrée de Suzy et lui achète de la réglisse et du popcorn. Il s'assoit tout en haut des gradins, à l'extrémité. C'est là que Suzy voit sa cousine et sa sœur. Elles lui font signe de descendre et lui disent qu'elles partent tout de suite. Suzy leur dit qu'elle ne peut pas, vu qu'il vient de payer pour elle. Mais bon, elle y va et dit à l'homme qu'elle doit partir. Il lui répond qu'elle ne peut pas. Heureusement, sa cousine et sa sœur viennent la chercher avant qu'il n'ait pu ajouter quoi que ce soit. Et elle la gronde bien sur le chemin du retour. Quand elle rentre, sa tante lui passe un savon et Suzy pleure jusqu'à dormir. Maintenant, elle a 20 ans et elle a appris à se débrouiller et à faire preuve de bon sens. Ce qui la trouble encore, c'est que l'homme n'a pas de voiture. Et s'il en a une, elle se demande bien où il l'a garée. Elle a vraiment eu de la chance que cette histoire ne se soit pas terminée plus mal. Voilà, petite histoire, mais clairement trop chelou le mec. Déjà, bon, c'est simple. Le gars, il parle de bonbons. Je suis désolé, hein, mais on le sait très bien. Quand ça parle de bonbons, c'est juste trop chelou à chaque fois. Enfin, qu'un adulte propose des bonbons à un enfant, c'est bizarre. Bon, après, si tu le connais, c'est ton gosse. Enfin, comprenez, faites pas les... Des fois, il y en a aussi, ils aiment pas le second degré ou quoi. Ils comprennent pas, ils sont tout premier degré. Moi, je donne des bonbons à mon enfant, mais pourtant, ça veut pas dire que je fais des trucs avec. C'est normal, t'es son père, t'es sa mère. Enfin, oh, soyez quelqu'un d'externe, inconnu. Vraiment, un inconnu que tu ne connais pas. Ok? Et des fois, il y en a, ils sont terre à terre, vraiment. Et... Des fois, vous me faites peur dans les commentaires, certains. Bon, c'est certains et généralement, voilà quoi.
c'est une fille, sa mère était une horrible toxique. C'est elle qui le dit. Elle s'occupait à peine d'elle quand elle était enfant. Au moment de cet incident, Vivi avait environ 6 ou 7 ans. Donc sa conscience et sa compréhension des événements qui se passaient n'ont peut-être pas beaucoup de sens. Ça s'est passé dans les années 90. Une nuit, sa mère et elle étaient en voiture. Elle ne savait pas pourquoi, elle conduisait. Mais il était tard dans la nuit. Elle ne sait pas quelle heure il était, mais elle suppose qu'il était vraiment tard. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures dans la rue. Et qu'elle dormait sur la banquette arrière. Elle ne se souvient même pas d'être montée dans la voiture. Sa mère s'est rendue dans une maison douteuse et l'a laissée dans la voiture pendant ce qui lui a semblé une éternité. Soudain, la portière de la voiture s'est ouverte et quelqu'un l'a violemment attrapée par le bras et l'a tirée hors de la voiture. Elle a commencé à crier et à pleurer jusqu'à ce que l'homme qui l'a attrapée la regarde dans les yeux et lui dise « Sois tranquille et n'essaye pas de courir, sinon je te tue ». Il avait une barbe hirsute et ressemblait à un fou. Elle était morte de peur, alors elle l'a écouté. Il l'a serrée fort par le bras et a fermé la portière de la voiture et a marché avec elle dans la rue. Elle a regardé derrière elle, la maison où se trouvait sa mère, en espérant qu'elle sortirait à la dernière seconde et la sauverait. Elle a regardé la maison aussi longtemps qu'elle a pu, pendant que l'homme l'entraînait de plus en plus loin. Alors qu'il marchait dans la rue, elle avait envie de pleurer, mais elle était sous le choc et effrayée. Elle ne savait pas quoi faire. Si elle reniflait ou pleurait, l'homme resserrait son étreinte et lui criait dessus. Elle ne peut même pas expliquer à quel point elle était effrayée et confuse. Ils ont marché un petit moment et se sont retrouvés dans des cités. Les cités étaient un tas de bâtiments entassés les uns contre les autres dans un quartier de merde. Ils sont entrés dans l'un des bâtiments et ont monté un escalier. Ses jambes et ses pieds lui faisaient très mal, mais elle avait trop peur pour arrêter de bouger ou se plaindre. Ils ont monté un autre escalier quand elle a vu un type au hasard, comme ça, qui était en train de fumer une cigarette dans l'escalier. Puis comme ça, sans prévenir, le type qui l'avait kidnappé est tombé par terre. Ça s'est passé tellement vite. Au début, elle ne savait pas comment le kidnappeur était tombé au sol si vite. Mais la chose suivante dont elle se souvient, c'est que le gars à la cigarette donnait des coups de pied à la tête et au visage du kidnappeur. À partir de ce moment-là, le kidnappeur était inconscient. Le gars à la cigarette a soulevé le kidnappeur par l'arrière de sa veste et l'a jeté dans les escaliers. Je peux vous dire qu'on n'a aucune idée à quel point c'était effrayant et violent de voir un homme inconscient tomber dans les escaliers. À ce jour, elle a toujours peur de tomber dans les escaliers. Le mec saignait de partout. Elle n'a toujours aucune idée de comment le gars à la cigarette a su qu'il devait l'aider. Mais elle est clairement contente qu'il l'ait fait. Peut-être qu'il a vu des larmes dans ses yeux. Peut-être qu'il a juste senti quelque chose et qu'il avait une mauvaise impression. Mais il a agi instantanément. La première seconde où il a pu, il a attaqué son kidnappeur. Le gars à la cigarette a commencé à faire les 100 pas en jurant contre lui-même, en serrant les dents et les poings. Elle pensait qu'il était en colère contre elle, alors elle a commencé à pleurer. Il l'a regardé et a dit « Ok, tais-toi, tais-toi !» Il était quand même un petit peu menaçant. Alors elle l'a écouté par peur. Elle n'avait pas autant peur du gars à la cigarette que du gars barbu. Mais elle avait quand même un petit peu peur de lui. Il a commencé à lui poser des questions avec une sorte d'attitude chelou. « Pourquoi t'es dehors si tard ? Où sont tes parents ? Pourquoi est-ce que tu parles à des inconnus ?» Elle était totalement choquée et confuse qu'elle n'a pas pu répondre correctement aux questions de l'homme. Il lui a demandé si elle savait comment rentrer chez elle et elle lui a dit que non. Elle lui a raconté une histoire fragmentée de ce qui s'était passé et d'une manière ou d'une autre, avec les informations qu'elle lui a données, il savait où se trouvait la voiture de sa mère. La seule chose dont elle se souvient de la route, c'est d'être passée devant une maison avec des lumières de Noël allumées alors que Noël était déjà passé. Elle pense qu'il connaissait suffisamment bien la région et a compris où elle devait aller à partir de ces informations. Mais honnêtement, elle ne se souvient même pas de lui avoir parlé des lumières de Noël. Bref, il lui a fait promettre encore et encore qu'elle ne dirait pas à la police qu'elle l'avait vu ou quelqu'un qui lui ressemblait. Et honnêtement, elle se fichait de ce qu'il lui demandait. Elle voulait juste retourner chez sa mère, alors elle a accepté. Elle l'a suivi dans les escaliers, le barbu était toujours allongé sur le sol, en train de saigner, au bas des escaliers où le type à la cigarette l'avait jeté par terre. Il ne bougeait pas du tout. Pour autant qu'elle sache, il était mort et elle espère maintenant qu'il l'était. Le type à la cigarette a enjambé le type barbu et Vivi l'a suivi. Ils sont sortis et le type à la cigarette a regardé autour de lui, paniqué. Elle se souvient qu'il lui a dit « La police ne m'aime pas ». Ils sont sortis de la cité et elle avait encore mal aux pieds. Le type à la cigarette marchait vite, paniqué, et elle a dû pratiquement courir pour le suivre. Elle a commencé à pleurer et il lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle lui a dit qu'elle avait mal aux pieds et elle se souvient qu'il a fait un bruit avec ses dents et il l'a soulevée
Il l'a maladroitement bercé dans ses deux bras. Il a marché sur la route pendant un moment. Puis elle se souvient de lui, jurant et courant derrière une maison ou un bâtiment. Une voiture de police roulait sur la route. Il l'a posée par terre et lui a dit de courir vers la voiture de police. Elle a essayé de courir, mais ses jambes pouvaient à peine bouger. Elle s'est mise à bouger et elle a eu peur. La voiture de police, quant à elle, a continué à rouler et s'est éloignée sans la voir avant qu'elle puisse vraiment s'en approcher. L'homme est venu la rechercher et ils se sont mis à courir dans la rue. Il l'a emmenée derrière de nombreuses maisons et ils se sont cachés de chaque voiture de police qui passait. Elle suppose maintenant qu'en fait c'est la police qui l'a recherchée. Il l'a alors portée dans ses deux bras en courant vite sur la route quand elle a vu sa mère à sa voiture au loin. Elle était encerclée par la police. Le type à la cigarette l'a déposée et lui a dit de courir vers la police. Elle était tellement excitée que la douleur dans ses jambes a disparu. Elle a couru vers la police et sa mère. Sa mère l'a soulevée et l'a serrée fort dans ses bras. La police a alors commencé à leur poser des questions, à elle et à sa mère. Elle ne se souvient pas trop de leurs questions, mais elle se souvient que sa mère a raconté à la police une histoire alambiquée qui n'avait aucun sens. Elle lui a essentiellement dit de ne rien dire et elle n'a pas dit grand chose, mais elle a beaucoup pleuré. Et elles sont toutes les deux rentrées à la maison. Quelques jours plus tard, son père est venu la chercher et il savait que quelque chose n'allait pas. Elle lui a tout raconté. Elle n'a plus jamais vécu avec sa mère. Quand elle a grandi et qu'elle a eu le temps de réfléchir à ce jour-là, elle n'a jamais pardonné à sa mère. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Clairement, de fou. Elle se fait kidnapper dans une voiture puisque sa mère est en train de faire je sais pas quoi dans une maison. What the fuck. Mais bon, bref, c'est comme ça. La petite se fait kidnapper par un mec très chelou qui allait faire des trucs trop chelous avec elle. Et heureusement, il y avait un mec qui fumait sa cigarette qui lui était un méchant techniquement apparemment vu qu'il est recherché par la police et tout, mais qui a une morale, qui est pas méchant à ce point-là d'aller faire du mal à des enfants. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça se trouve, je sais pas, peut-être il vend des substances, il fait des machins, il est recherché, peut-être qu'il a fait des trucs, mais au moins il a cette morale de pas aller faire des trucs avec les enfants, il a voulu la ramener. Donc voilà, même chez des gens qu'on pourrait qualifier de méchants, il y a toujours, en tout cas chez certains, une part d'honnêteté, de gentillesse. Certains sont très méchants, tout court, point barre, etc. Il n'y a pas de nanani. Allez, on passe au prochain thread. Quand elle a grandi. Brian, 34 ans, se souvient encore d'une expérience flippante qui l'a marqué à vie. Ça s'est passé il y a quelques années quand il vivait dans une ville bien animée. Ce soir-là, il sortait du taf après un service de nuit. Il devait être 22h et comme d'habitude, il rentrait chez lui à pied en passant par des petites rues plus calmes. Brian est du genre prudent, toujours sur ses gardes, surtout quand il est seul. Il marche tranquille et là, il remarque un mec à environ 6 mètres derrière lui. Au début, il s'en fiche un peu, se disant que c'est juste quelqu'un qui rentre chez lui aussi. Mais il y a un truc qui cloche dans sa démarche. Le type marche pas normalement. On dirait qu'il essaye de garder une certaine distance tout en suivant Brian. Peu importe si Brian accélère ou ralentit, le gars ajuste son rythme. Au bout de quelques pâtés de maison, Brian commence à trouver ça vraiment bizarre. Il décide de tourner dans une petite rue encore plus déserte pour voir si le mec va le suivre. Il jette un coup d'œil discret derrière lui et ouais, le gars est toujours là. À ce moment-là, Brian sent un frisson lui parcourir la nuque. Il a un mauvais pressentiment. Pour tester le mec, il traverse la rue pensant que ça le fera hésiter. Mais non, le gars traverse direct aussi, sans même ralentir. Là, Brian se dit « Ok, ça pue cette histoire ». Il est à 2 doigts de chez lui, mais il sent que rentrer direct serait peut-être une erreur. Alors, il change de plan et décide de s'arrêter dans un dépanneur ouvert 24h/24 pas loin. Quand il rentre, le magasin est vide à part le caissier qui est scotché à son téléphone. Brian attrape une boisson au hasard puis reste près de la porte espérant que le mec passe son chemin. Mais non, il s'arrête net devant le magasin. Et là, à travers la vitre, Brian voit son visage pour la première fois. Le gars le fixe droit dans les yeux, sans bouger. Brian commence à paniquer. Il se réfugie dans les allées pour essayer de reprendre son calme. Mais il entend des bruits de pas. Le gars s'approche de la porte. Brian sait qu'il ne peut pas rester là indéfiniment. Il va pour payer sa boisson, mais il est tellement stressé qu'il galère à sortir son fric. Le caissier le regarde comme si Brian était complètement parano. Finalement, il balance sa boisson sur le comptoir, paye en vitesse et sort du magasin. Il commence à courir dans une autre rue sans oser se retourner. Mais il sait qu'il doit jeter un œil. Quand il le fait, il voit plus personne. Son cœur ralentit un peu et il commence à se dire qu'il l'a semé. Mais à peine tourne-t-il au coin de sa rue qu'il le revoit. Le gars est là, au bout du pâté de maison, immobile, comme s'il l'attendait. Brian panique encore plus. Il pense à appeler la police mais se dit que techniquement, le mec n'a rien fait de mal. Il fait juste flipper en le suivant. Brian se demande s'il dramatise, mais au fond, il sait que c'est pas une coïncidence. Le gars est là pour une raison et maintenant, il est plus proche.
Il prend une grande inspiration, regarde rapidement autour de lui et décide de marcher droit vers son immeuble. Il n'ose pas se retourner avant d'être à l'intérieur. Dès qu'il rentre, il verrouille la porte, ferme les rideaux et reste planté devant la fenêtre pendant ce qui lui semble des heures. Le gars ne réapparaît pas cette nuit-là, mais l'expérience laisse Brian complètement secoué. Pendant des semaines, il peut plus rentrer chez lui à pied le soir sans flipper. Même ayant toujours vécu en ville, il a perdu cette confiance qu'il avait avant. Il se demande encore si c'était juste de la parano ou si ce mec avait vraiment de mauvaises intentions. Mais il y a un truc qu'il travaille, la façon dont le gars l'a suivi, comme si c'était calculé. Ce genre de sensation viscérale, tu peux pas l'éviter. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread. J'ai pas trop grand chose à dire dessus, hein. Le mec s'est fait suivre. Comme quoi, il n'y a pas que les filles qui se font suivre, voilà. Mais sinon, thread chillux, si je puis dire. Voilà, ouais. Prochain thread. Ivy est encore sous le choc de ce qui lui est arrivé il y a quelques jours. Hier, la police est même venue pour prendre son témoignage. Elle vit avec sa mère, sa sœur, son petit frère et son chien. Parfois, le petit ami de sa mère est aussi là. Depuis qu'elle a fini son année universitaire il y a quelques semaines, elle passe beaucoup plus de temps seule à la maison. En général, quand elle reste seule, c'est juste elle et son chien. Et comme le quartier est plutôt sûr, il ne verrouille pas systématiquement la porte d'entrée. Surtout si quelqu'un est à l'intérieur. Ce soir-là, Ivy vient de finir son dîner. Elle est installée dans son fauteuil préféré du salon en train de regarder des vidéos sur YouTube. Ce fauteuil fait face à la porte du salon qui est ouverte, ce qui lui permet de voir l'escalier et une bonne partie du couloir qui mène à la porte d'entrée. Par contre, elle peut pas voir la porte elle-même. Alors qu'elle est plongée dans sa vidéo, elle entend la porte d'entrée s'ouvrir. Elle baisse immédiatement le volume de son téléphone, pensant que sa mère est rentrée et ne voulant pas risquer de réveiller le bébé si jamais il dort. Mais à peine le volume baissé, elle entend la porte se refermer. Étonnée, elle lance un « Bonjour » un petit peu fort, mais elle n'obtient aucune réponse. Intriguée, elle se lève pour vérifier. Personne près de la porte. Bon, comme son chien n'a pas aboyé et qu'il aboie toujours, même juste pour saluer les passants ou les livreurs, Ivy se dit qu'elle a peut-être halluciné. C'est pas si rare pour elle d'imaginer des bruits, surtout quand elle est seule. Elle se persuade que c'était qu'une fausse alerte, un mélange de parano et d'anxiété. Elle retourne s'asseoir dans son fauteuil, mais cette fois, elle ne relance pas sa vidéo. Le silence de la maison, brisé uniquement par le bruit de son téléphone. Ça la met encore plus sur les nerfs. Alors, elle reste là, immobile, à siroter son cidre, avec son chien couché à ses pieds. C'est là qu'elle entend à nouveau la porte s'ouvrir. Cette fois, il y a des pas. Quelqu'un entre dans la maison. Ivy sent son cœur s'emballer. Elle tend l'oreille, espérant entendre des bruits familiers. Le craquement des talons de sa mère et les roues de la poussette, ou même le bébé qui pleure. Mais non, rien, juste des pas légers, inconnus. Figée sur son fauteuil, elle fixe le couloir visible depuis sa place. Soudain, une silhouette d'homme se dessine sur le mur. La panique monte en elle. Elle espère que c'est un simple malentendu, que le type va s'excuser et repartir en vitesse. Mais avant qu'il ne puisse avancer pour la voir, son chien se met à aboyer et à grogner. Le type ne dit rien, pas un mot, mais il recule aussitôt et sort. La porte se referme derrière lui. Ivy, paralysée par la peur, se lève lentement et va verrouiller la porte à double tour. Tremblante, elle retourne au salon, mais en jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle voit que l'homme est toujours là, en train de faire les 100 pas devant la maison. La panique reprend alors de plus belle. Elle appelle sa mère, persuadée que le type pourrait tenter d'ouvrir la porte à nouveau. Elle hésite à appeler la police, se disant qu'aucun crime n'a vraiment été commis. Peut-être qu'il s'est simplement trompé de maison. Il a même son téléphone à la main, comme s'il cherchait une adresse. Ivy essaye de s'accrocher à cette idée. C'est vrai que c'est plus rassurant. Finalement, après quelques minutes, l'homme s'en va. Sa mère lui promet qu'elle rentre tout de suite. Ivy donne une friandise à son chien, fier de son rôle de protecteur. Mais même avec le type parti, Ivy n'arrive pas à se détendre. Elle ne peut s'empêcher de repenser à son comportement étrange. Il n'a pas frappé avant d'entrer. Il était totalement silencieux, comme s'il avait écouté la maison avant de venir. Plus tard, dans la soirée, la mère d'Ivy et son copain croisent un homme qui correspond à sa description, avec un sac de course à la main. Mais depuis, plus aucune trace de lui. Ivy espère juste qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Voilà. C'est comme ça que se termine ce petit thread aussi. Le chien, il a fait le boulot. On pourra dire ce qu'on veut, mais bravo à lui, clairement. Et ça, je comprends pas. Je sais pas vous, si vous êtes dans la team, vous fermez vos fenêtres, enfin vos portes ou pas? Alors voilà, dites-moi, oui, je ferme ma porte. Et bon, en vrai, me le dites pas forcément si vous fermez pas, parce que sinon, il y a peut-être des gens qui vont dire, toi, tu fermes pas la porte? Bon, voilà. Au pire, faites-le moi savoir. Le micro-ondes est ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu contournes un peu, quoi. Donc voilà. Allez. Prochain thread.
Pendant les vacances d'été 2024, Ashley, 18 ans, part avec sa copine en vacances chez la tante de cette dernière. La maison est immense et est située dans un petit village, pas loin de Biarritz et Bayonne. La journée, elles profitent de la piscine ou prennent le bus pour se balader en ville. Mais le soir, c'est une autre histoire. Pas de transport et même les Uber refusent les courses à cause de la distance. Un soir, elles ont envie de boire un coup. Mais comme il n'y a aucun bar dans le coin, elles décident de prendre de l'alcool dans leur sac, de sortir les vélos de ville et d'aller se poser à la plage du village voisin. Il est 22 h et la copine d'Ashley met l'itinéraire sur son téléphone et Ashley la suit derrière. L'itinéraire passe des routes assez animées, ce qui les stresse un peu, surtout avec la nuit tombée et les voitures qui arrivent sans prévenir. Après 40 minutes de vélo, elles arrivent enfin à la plage. Elles s'installent, ouvrent leur bière et en boivent 3 chacune. 1 heure plus tard, elles décident de repartir. La copine d'Ashley n'a presque plus de batterie. Alors Ashley lui passe son téléphone pour qu'elle puisse continuer à les guider. Ashley préfère la laisser mener parce qu'elle n'est pas à l'aise sur la route à vélo. La copine propose de prendre un autre itinéraire pour éviter les routes animées, d'autant plus qu'elles sont un peu alcoolisées et que ça serait dangereux. Cet itinéraire passe par une forêt et au lieu de 40 minutes, le trajet serait réduit à 30. Mais Ashley n'est pas du tout partante, elle a peur des forêts, surtout la nuit. Elle insiste pour reprendre le même chemin qu'à l'aller, les larmes aux yeux et un mauvais pressentiment qui monte. Sa copine la rassure, ça ne prendra pas longtemps et c'est plus prudent. À contre-cœur, Ashley accepte. Elles allument les flashs de leur téléphone et entrent dans la forêt. Au bout de 5 minutes, le sol change. Elles roulent sur du sable. Et avec leur vélo de ville, impossible d'avancer correctement. Elles descendent et continuent à pied, espérant que ce n'est qu'un passage. Quelques minutes plus tard, le sable disparaît et elles remontent sur leur vélo. Mais Ashley n'est toujours pas rassurée. Elle se retourne et voit une obscurité si profonde que c'est comme si elle fermait les yeux. Elle se plaint, elle a peur, elle est fatiguée. Elle regrette cette idée. Soudain, un bruit dans les buissons, comme si quelqu'un déplaçait des branches avec ses mains. Ashley regarde et là, elle voit une silhouette, un homme caché dans les buissons. Elle dit calmement à sa copine « Vas-y, trace ». Elles se mettent à pédaler comme des folles, sans un mot, entendant quelqu'un courir derrière elles. Le sol devient de nouveau sablonneux, mais poussées par l'adrénaline, elles réussissent à rouler malgré tout. Au bout de quelques minutes, Ashley brise le silence. « On est d'accord, je suis pas folle, il y avait un homme dans le buisson qui nous courait après ». Sa copine confirme. Ouais, Ashley commence à paniquer. Imagine, il nous rattrape. Mais sa copine essaye de la calmer. T'inquiète, j'ai un couteau dans mon sac, au cas où. C'est pas hyper rassurant, mais suffisamment pour qu'Ashley se détende un peu. Elle demande quand elles sortiront de cette foutue forêt. Sa copine lui répond dans quelques minutes. Quand elles arrivent enfin sur une route dégagée, elle s'arrête sur le côté, tremblante et sous le choc. Ashley demande à sa copine si elle avait vraiment un couteau. Et la réponse tombe. En fait, non, pas du tout. Sa copine avoue qu'en pleine course, la connexion s'est coupée et qu'elle n'avait plus l'itinéraire sous les yeux. Mais elle n'a rien dit pour éviter qu'Ashley ne panique davantage. Et elle a bien fait, car Ashley était déjà à 2 doigts de craquer. Elles finissent par rentrer à la maison de la tante, 10 minutes plus tard. Une fois arrivée, Ashley fond en larmes. Elle réalise ce qui vient de se passer. Il leur reste 4 jours de vacances, mais elle décide de rester bien sagement à la maison tous les soirs suivants. Voilà, cette histoire elle est terminée et d'ailleurs c'est celle d'une abonnée, donc un grand merci à toi de nous l'avoir partagée. Si toi aussi tu veux raconter une histoire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Voilà, et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, avant pour vous, pour moi juste avant et vous hier, c'est en décembre je les lirai pas. Voilà, je préfère vous le dire, je suis trop occupé, mais début janvier je recommence la lecture de tout ça et tout. Donc, vous inquiétez pas, si c'est un peu long, il n'y a pas de souci. Une vidéo par jour quand même, je vous rappelle. J'ai quand même quelqu'un qui m'a dit « Mais tu réponds pas à tous les commentaires !» Bon, une vidéo par jour, donc t'imagines qu'il y a plein de commentaires. Et je veux pas, au bout d'un moment, il faut que je dorme, que je bois, je dois faire des choses dans la vie, quoi, parce que je peux pas tout le temps répondre. Bref, vous sachez que je vous kiffe, hein. Je mets des petits likes, je mets les cœurs. Quand je mets le petit cœur, c'est que normalement j'ai lu. Même des fois je lis, mais je le mets pas, des fois j'oublie un peu. Bon, voilà, imaginez quoi. Bref, on passe au prochain thread d'horreur. Victor, 24 ans aujourd'hui, raconte encore cette histoire qui l'a traumatisé comme jamais. Ça remonte à 4 ans, un vendredi soir. Lui et un pote, fan d'urbex, décident d'aller se balader dans les bois qui bordent son village. Vers 22 h, ils sont bien enfoncés dans la forêt dense, quand ils tombent sur une vieille cabane en bois, un peu abîmée. La cabane est grande, genre 20 ou 30 mètres de long pour 10 mètres de large, avec plusieurs pièces à l'intérieur. Excités par la découverte, ils tournent autour pour trouver une entrée et finissent par tomber sur une porte. Ils entrent et tout se passe bien. C'est silencieux, un peu lugubre, mais franchement, ça a son charme. Une pièce en particulier attire leur attention. Des traces de charbon au sol laissent penser qu'un feu a été fait récemment.
Après avoir exploré, il décide de rentrer. La balade s'est bien passée, rien à signaler. Le lendemain soir, son pote n'est pas dispo, mais Victor a envie d'y retourner. Il se dit qu'il sera tranquille, armé d'un couteau et équipé d'une lampe frontale. Vers 22h15, il s'enfonce seul dans la forêt. Le silence est à la fois apaisant et oppressant, comme s'il était le dernier humain sur Terre, entouré uniquement par le vent qui agite les feuilles et les arbres. Il arrive près de la cabane vers 22h45, mais une hésitation le prend. Il se sent mal à l'aise et la peur commence à monter. Il fait demi-tour mais se persuade finalement de continuer pour ne pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Sur le chemin du retour vers la cabane, il entend des bruits étranges autour de lui. Il met ça sur le compte de son imagination et continue. Et même si ça aurait dû le mettre en alerte. Après une demi-heure de marche, il atteint enfin la cabane. Dès qu'il s'approche, il entend des sons bizarres, impossibles à identifier. C'est pas un animal, ni vraiment humain. Et franchement, qui viendrait traîner ici à 23h? Victor entre dans la cabane et commence à tout réexplorer. Il repasse par les grandes pièces centrales, puis les petites, chambres, salle d'eau, tout y passe. Pourtant, son stress ne redescend pas. Il reste une pièce à voir, celle avec les traces de charbon au sol, celle qu'il a toujours mis mal à l'aise. Quand il s'approche de cette pièce, il sent son ventre se tordre et ses poils se hérissent. Quelque chose ne va pas. Il pose sa main sur la poignée de la porte fermée et dans un élan pour vaincre sa peur, l'ouvre d'un coup. Et là, tout s'accélère. Avec 4 ans de recul et des souvenirs qui reviennent par bribes, Victor raconte ce qu'il a vu. Dès qu'il ouvre la porte, il tombe sur un homme assis par terre, entouré de seringues en train de se lever. Le cerveau de Victor bascule en mode survie. Il tourne les talons et se met à courir comme un dingue sans regarder derrière lui. Il atteint la sortie de la cabane, heureusement la porte est restée ouverte. En jetant un rapide coup d'œil par-dessus son épaule, il voit l'homme qui le poursuit, seringue à la main. La peur le pousse à courir encore plus vite jusqu'à ce qu'il trébuche sur une branche et s'écrase au sol. À ce moment-là, il n'entend plus rien, pas un bruit, comme si l'homme avait disparu. Mais Victor ressent une douleur vive au pied. Il se relève tant bien que mal et se remet à marcher, boitant, jusqu'à rejoindre le village. Sous un lampadaire, il examine son pied et découvre qu'un clou planté dans une planche l'a transpercé. La douleur est atroce, mais il s'en sort avec plus de peur que de mal. Aujourd'hui, Victor fait toujours de l'urbex, mais il a une règle qu'il ne brise jamais. Plus jamais d'urbex seul. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.